souvent au début, on venait me consulter pour des sujets sur lesquels je n'avais pas vraiment d'idée et qui étaient caricaturalement juridiques. Donc soit on venait me consulter tout le temps pour le même sujet. Les gens pensent que le juridique, c'est les NDA. En effet, je connaissais pas grand-chose, donc moi, la CPR, c'était pas une autorité avec laquelle j'avais l'habitude d'échanger. Moi, c'est plutôt la répression des fraudes. Et donc, je change un petit peu d'interlocuteur. Alors là, ça place aussi le jury sur une position qui est assez extraordinaire et pas habituelle, puisqu'elle consiste à annoncer une bonne nouvelle aux gens. Et une bonne nouvelle, mais sans doute généralement les meilleures nouvelles que les gens ont dans leur vie. Surprise, on vous annonce que vous allez gagner 100 000 € dans 2 semaines sans avoir rien à faire, quoi. Distiller de la transparence, nous, c'est un sujet super important. On récolte énormément de données clients, par exemple. On les finance sur des projets de vie qui sont très structurants. Quand tu achètes ta première résidence principale, où tu te projettes avec ta petite famille, voilà, on l'a tous les jours. On a des clients qui sont en pleurs parce qu'ils ont eu leur financement. Je sais que moi, un truc qui m'aide généralement, c'est de réfléchir benchmark tout le temps. J'ai construit aussi ma légitimité, je pense, pour Evocomex, parce que j'étais en permanence en train d'aller demander ce que font les autres licornes sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et pas sur les sujets juridiques. Alors j'ai une première question pour vous, pas des moindres. Pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher comme DJ initialement ? C'est à moi de commencer ? Tu peux commencer. Ok. Quand j'ai été contactée par Conto, en fait, ils étaient en train de créer la direction juridique. Il n'y avait pas encore de département. Et le fondateur recherchait un profil qui correspondait pas mal au mien à ce moment-là, puisque les critères qui semblaient compter pour lui, même si bon, parfois il y a les critères et la réalité, mais les critères qui semblaient compter pour lui, c'était le double cursus école de commerce et droit, lui-même étant issu d'HEC, et donc du coup j'imagine que moi ayant fait HEC, il y a un lien aussi avec les deux écoles et parfois ça facilite le recrutement. Donc du coup je trouve que cette double casquette, je crois, était un point important parce que justement il voulait une direction juridique qui soit pragmatique, orientée business et pas trop technique. Le deuxième point, c'est qu'il voulait que la personne ait travaillé en tant qu'avocate. Le fait d'avoir été uniquement juriste n'était pas le profil qu'il privilégiait. Et je crois qu'il avait en tête aussi avocat dans un gros cabinet et, si possible, dans une spécialité comme le M&A. Donc moi j'avais travaillé en M&A dans des cabinets américains, donc ça cochait aussi la case. Et le troisième critère, c'est qu'il ne voulait pas quelqu'un qui sortait tout juste des cabinets, mais qui avait aussi eu une expérience en scale-up, parce qu'évidemment, c'est quand même pas tout à fait le même métier. Et donc, moi, j'avais une expérience en scale-up chez Ledger, et en plus, Ledger était une fintech. Donc, en fait, du point de vue du persona, je cochais les 3 principaux critères. Et puis ensuite, évidemment, il y a la question du fit. Et là-dessus, c'est plus dur de m'exprimer. Mais voilà, je crois qu'il cherchait quelqu'un qui avait envie de développer, de construire une équipe, qui n'avait pas forcément peur de partir d'une page blanche et qui réussirait à travailler au rythme et à s'engager pour satisfaire l'ambition de Conto. Donc super boulot des RH qui t'ont sourcé. Alors c'est pas totalement les RH qui m'ont sourcé, c'est une connaissance indirecte du fondateur, mais effectivement, je pense que ce qui a facilité le recrutement, c'est que je cochais les 3 cases principales, double cursus école de commerce, droit, une expérience en cabinet d'avocat international en M&A suffisamment longue, et une expérience en scale-up, et alors en fintech, c'était encore mieux. Le mouton à 5 pattes, quoi. Est-ce que c'était aussi bélier ascendant Gémeaux ou... C'était plus difficile à trouver. Plus difficile à trouver. Et toi, Kader ? Moi, c'est un petit peu particulier parce que du coup, c'était un poste de juriste unique de base. Et c'est du coup chez Préto, une boîte qui commençait à réfléchir à avoir un juriste en interne pour faire le relais, en gros, entre les cabinets d'avocats présents
et les opérationnels en interne. Et pareil, alors moi j'étais coopté, donc j'ai un ami qui bosse là-bas, qui bosse toujours là-bas d'ailleurs, j'ai vu le poste, il me dit bah, écoute, ton entreprise recrute, surtout vous l'avez dit quelques mois avant, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de juridique chez Preto. Il m'a dit bah, écoute, j'ai posé la question, on m'a dit que pour l'instant pas de sujet, pas nécessaire. Et donc, alors que c'est faux, comme chacun sait. C'est faux, comme chacun sait. Et je me suis dit, bon, ok, pas nécessaire. 6 mois plus tard, une annonce était postée. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, écoute, postule pas pour l'instant, je regarde et je reviens vers toi. Donc, il m'a coopté. J'ai eu la chance de passer les entretiens, etc. Sur l'annonce, bien évidemment, pareil, mouton à 5 pattes, un petit peu, des expériences un petit peu partout. C'était pas vraiment un prérequis, du coup, d'être passé par un cabinet d'avocats, parce que moi, je l'ai pas fait. Et ce qui a fait la différence, selon moi, c'était structurer un service juridique. Donc moi, je l'avais fait en temps numéro 2 dans une petite boîte. Ça avait plutôt bien marché. On a eu une prise de participation d'un gros groupe qui a été faite par la suite. Et j'avais cette envie-là de confronter un petit peu ces acquis-là et monter mon propre pôle juridique avec mes valeurs, avec de l'ambition. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été... Enfin, ils m'ont un peu donné les clés. Ils m'ont dit, voilà les sujets sur lesquels on t'attend. Fais un petit peu comme tu l'entends, tiens-nous au courant et n'hésite pas à être innovant, à être proactif, à prendre des sujets. Voilà, tu as un grand boulevard devant toi, prends les sujets. Et s'il y a besoin de recruter, on recrutera. Donc, j'ai commencé en tant que juriste unique au début. C'était très difficile. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai une petite équipe et donc ça se passe plutôt bien. Autre point super important, je pense qu'il y avait aussi dans ma précédente activité un gros volet où, du coup, lié au B2B. Il y avait un gros aspect, on avait un réseau d'indépendants qui était assez conséquent et il y avait ce projet-là qui germait chez nos cofondateurs depuis longtemps de lancer une nouvelle activité en B2B et c'est ce qui a un peu fait la différence. Je l'avais vu en entretien avec le cofondateur justement qui m'avait dit voilà, on aura des sujets forcément, des sujets qu'on n'a pas vus pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Parle-moi un petit peu de cette expérience que tu as eue, quels sont les pièges que tu as pu y déceler, comment tu as pu réagir à tout ça, quels sont les bons réflexes à tirer. Et je pense que ma réponse a su un peu le satisfaire. Et ensuite, c'est un petit peu au fil de l'eau, après ma prise de poste, où le sujet s'est posé de monter un vrai pôle juridique en interne, en regroupant un petit peu toutes les facettes du métier. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait au fil de l'eau, étape par étape, jour après jour. Ok. Et du coup, selon tous les deux, qu'est-ce qui fait d'un juriste un bon prétendant, une bonne prétendante à ce poste de directrice juridique? Alors, je pense que ça dépend de la configuration de la direction juridique et puis aussi de la culture de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a plusieurs types de profils de directeurs juridiques et qu'ils ne sont pas tous adaptés à du coup, toutes les entreprises. Donc, c'est assez important que le recruteur, donc fondateur ou directeur financier, ou aussi les RH soient assez au clair sur ce qu'ils recherchent. Et donc, je trouve que c'était le cas, en fait, quand j'ai rejoint Conto. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est les critères assez précis qu'avait le fondateur en recherchant un juriste. Il avait déjà en tête une forme de direction juridique et un juriste. Évidemment, c'est au directeur juridique de créer ensuite sa direction juridique, mais le recruteur, le fondateur, doit déjà exprimer ce qu'il recherche. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs types de directeurs juridiques. Il y a des directeurs juridiques qui sont plus techniques. Il y a des directeurs juridiques qui sont plus opérationnels. Il y a des directeurs juridiques qui sont plus managers. Des directeurs juridiques qui sont très stratégiques. Et par ailleurs, il y a aussi différents types de scopes pour les directions juridiques. Je pense que si on pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton scope à une dizaine de directeurs juridiques, on aura 10 réponses différentes. Il y a des directeurs juridiques qui sont aussi des PO, ce qui peut avoir du sens dans des boîtes où la data est un enjeu clé. Il y a des directeurs juridiques qui sont aussi directeurs compliance, regulatory, dans des entreprises qui sont régulées. Et il y a des directeurs juridiques qui sont plutôt issus du M&A et en fait qui occupent 50% au moins de leur activité avec du M&A dans des boîtes qui font la croissance externe. Et je pense que c'est des profils complètement différents. Donc voilà, et par ailleurs, il y a des directeurs juridiques aussi qui évoluent vers des postes plus de secrétariat général et qui sont capables aussi d'aller vers des scopes un peu connexes à la direction juridique, comme parfois les RH, parfois la finance, parfois les affaires publiques, parfois la RSE. Et donc, effectivement, en fonction de ce qu'on recherche, il y a plusieurs profils qui fonctionnent.
par rapport à ce que Conto recherchait à ce moment-là et la situation de Conto, il y avait en fait donc pas de direction juridique. Donc je pense qu'un des critères, c'était un esprit, un minimum entrepreneurial avec la capacité à construire une roadmap en partant de rien. C'était une direction juridique qui reportait au fondateur. Et donc, je pense que ça laisse plus d'autonomie à la direction juridique, mais ça implique quand même, du coup, que la personne, elle ait envie d'évoluer dans un environnement où elle ne va pas avoir des instructions très claires sur ce qu'elle doit faire. Donc, ça nécessite d'être à un stade de sa carrière ou de maturité professionnelle qui fait qu'en fait, on est en mesure de définir soi-même sa roadmap. Voilà. Et puis, Conto était une entreprise qui était en hyper-croissance et donc c'était assez écrit qu'il allait falloir recruter pas mal. Et donc, il fallait, je pense, une personne qui avait envie de sortir des aspects purement techniques et opérationnels assez vite pour consacrer une partie de son temps à du management. Donc là, je pense que c'était le cas, c'était ce qu'il fallait pour Conto, mais je pense que ça peut être très différent dans d'autres types d'entreprises. Toi, c'était clair que tu allais devoir embaucher une équipe. C'était effectivement, Conto était vraiment en hypercroissance. Le fait de ne pas avoir du tout de direction juridique était déjà, commençait à être un peu problématique. Et donc, on voyait bien qu'il y allait avoir du recrutement assez rapidement et potentiellement de façon assez conséquente. Voilà. Pour recontextualiser, c'était quand ? C'était début 2019. 2019. Ouais. Et peut-être un autre truc du fait aussi de reporter à un fondateur. En fait, il faut, pour que le profil fonctionne, il faut que ce soit une personne qui est à l'aise sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets que le fondateur aime. Parce que sinon, en fait, la confiance ne va pas s'établir et la distance va s'instaurer entre son fondateur, ou le CEO et le directeur juridique. Et donc, je pense que pour que ça matche, il faut déjà réussir à avoir ensemble 2-3 sujets qu'on aime beaucoup. Je prends un exemple, pour créer du lien. Et là, clairement, moi, mon CEO, si mon sujet de prédilection était le RGPD, par exemple, j'aurais eu plus de mal à établir un lien. Parce que c'était pas le sien. Parce que c'était pas le sien et ça serait jamais devenu vraiment le sien. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir fait du M&A, alors que pour lui, le M&A était quelque chose qui était envisageable chez Conto, c'était un sujet de discussion qui pouvait créer du lien. Un autre sujet assez classique et qui marche bien dans les startups, et souvent je recommande à des gens quand ils sont en phase d'entretien, c'est de devenir assez expert sur le sujet de BSPCE. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui intéresse énormément les fondateurs, parce que c'est leur capital, parce que ça touche au recrutement, à la motivation et à la rétention des salariés, ce qui est quand même le nerf de la guerre dans une start-up où on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de recrutement. Et c'est un sujet, en fait, je pense que j'ai énormément construit ma confiance et ma relation sur le long terme avec mon CEO autour du sujet des BSPCE. Donc un conseil que je donnerai aussi plus tard, pour maintenir sa position et sa posture en interne, c'est d'avoir quelques sujets qu'on ne laisse surtout pas au RH ou à la finance, et je pense que les BSPCE est un des sujets. RGPD, en fait, limite c'est utile, mais moi je l'ai pas dans mon scope, et en fait je dirais que c'est plutôt une bonne chose que je l'ai pas eu dans mon scope, parce que ça m'a permis de me focaliser sur des sujets qui ont permis de maintenir le lien avec la direction générale. Okay. Et toi, tu as été embauchée en sachant que tu allais recruter une équipe, parce que tu dis que tu as une équipe aujourd'hui? Pas forcément en sachant que j'allais recruter une équipe, mais c'était pour moi évident. Et le sujet a été de plutôt savoir démontrer assez rapidement que ce recrutement était inévitable et que ça pouvait apporter de la valeur ajoutée en réalité pour la boîte et non être juste un centre de coûts. Donc voilà, ça a été un peu ma mission. Je rejoins un peu Alexia sur la roadmap. Très vite, on arrive, on nous demande une roadmap un peu précise de qu'est-ce qu'on veut faire très rapidement. Donc il y a eu ce sujet-là également. Après, moi, également sur mon cœur métier, un petit peu la partie regulatory compliance, ça a été un sujet et je voulais absolument conserver en réalité cette casquette-là et ces sujets-là dans mon périmètre. Et donc, on m'a laissé ces sujets, il y avait personne qui les prenait. On avait un cabinet externe qui s'en occupait. Donc c'est un peu ces sujets-là qui m'ont permis de mettre un pied dans des décisions, ou en tout cas dans des discussions un peu stratégiques. Ce qui m'a surtout permis de
me faire ma place, en réalité, c'est surtout un peu le contexte qui était un peu difficile, sur un secteur d'activité qui était un petit peu chahuté, où il a fallu être innovant sur l'aspect juridique. Et ça a été plutôt sympa, lancer un nouveau contrat, un nouveau deal, aller regarder ce qui se fait dans les textes, aller peut-être chercher un contrat qui est innovant, qui se fait pas ailleurs chez les concurrents pour en tirer un avantage concurrentiel. Et ça, je pense que ça a été un sujet qui m'a permis de me faire ma place. Ça a été un des éléments aussi recherchés, hein. Un juriste qui accompagne le business, qui ne freine surtout pas la prise de décision stratégique, mais qui arrive en fait très vite à dire voilà, sur tel sujet, on va prendre tel risque potentiellement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Avoir un petit peu la tête froide aussi. On arrive, on se retrouve face à un nombre de sujets qui est quand même conséquent. Ne pas paniquer, prendre du recul, se dire que bon, si la maison n'a pas brûlé jusque-là, elle ne brûlera pas dans les 10 prochains jours. Et prioriser aussi ces sujets, c'est important. Bon, avec du recul, c'est facile, mais au début, c'est assez dur. On a vite envie de commencer à mettre en place les premiers changements. Aussi, ce qui était super intéressant, je rejoins Alexia sur le sujet BSPCE, ce qui est plutôt bien chez les startups, c'est qu'il y a des sujets quand même légaux qui sont au centre des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Les BSPCE en font partie. Et ça, c'est un truc aussi qui m'a permis de pouvoir parler à quasiment tous les employés de notre entreprise, parce que quasiment tous bénéficiaient à l'époque du plan BSPCE, et donc leur envoyer un contrat, l'engagement contractuel, discuter avec eux, leur expliquer ce que c'est. Ça positionne le responsable juridique, ou en tout cas le juriste, comme étant quelqu'un qui touche à des sujets à fort impact et stratégique pour et les salariés et l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Et souvent, la direction juridique, elle est un peu isolée sur un certain nombre de sujets. Et donc là, elle peut jouer un rôle qui est un peu plus proche de ce que les RH peuvent jouer, parce que du coup, on s'entretient avec tous les salariés, on forme tous les salariés, on a un lien avec tous les salariés au moment de la signature du contrat, au moment du départ. Et donc ça renforce aussi la position du juriste. Donc en plus d'être un sujet qui intéresse les CEO et la direction générale, c'est en plus un sujet qui positionne le juriste vis-à-vis des salariés un peu différemment qu'habituellement. Oui, c'est concret et tangible pour eux aussi. Et ce qui peut en plus venir avec le sujet BSPCE, c'est le sujet, le moment de la liquidité offerte à des salariés via des opérations secondaires. Donc on permet, soit pendant une levée de fonds, soit pendant une opération purement dédiée à ça, aux salariés d'exercer une partie de leur BSPCE et de les revendre. Alors là, ça place aussi le juriste dans une position qui est assez extraordinaire et pas habituelle, puisqu'elle consiste à annoncer une bonne nouvelle aux gens. Et une bonne nouvelle, mais sans doute généralement les meilleures nouvelles que les gens ont dans leur vie. Surprise, on vous annonce que vous allez gagner 100 000 € dans 2 semaines sans avoir rien à faire, quoi. Et du coup, c'est quand même aussi assez jouissif et assez important pour le positionnement. Et donc, c'est vraiment des sujets... c'est vrai que quand certains juristes n'ont pas l'occasion de l'avoir dans leur scope, je trouve que c'est évidemment un peu dommage. Alors, puisqu'on parlait des angoisses des 10 premiers jours, quand on arrive et qu'on prend sa position, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours, les premiers sujets sur lesquels vous êtes attelés, ceux où vous avez dit on va postponer, on va voir après? Est-ce que vous couriez partout? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous avez pris votre tête dans les mains? Que vous avez pleuré 10 minutes de solitude? Moi, j'ai plutôt pris ma tête dans les mains et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Parce que je quittais une entreprise où j'étais plutôt bien, j'avais passé 5 ans et je connaissais tout le monde, tout roulait très bien et ça fonctionnait plutôt pas mal. J'arrive dans une entreprise qui est plus grande, avec des ambitions qui sont plus conséquentes, avec des sujets levés de fonds et une forte croissance en perspective. Et donc, ça repositionne un petit peu les enjeux de manière différente. Moi, ce que j'ai fait, le réflexe que j'ai eu, c'est d'abord de prendre mes sujets à moi, sur lesquels je suis très à l'aise. Parce que forcément, du coup, il y a pas mal de sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas encore parfaitement. Donc, sur les sujets sur lesquels on se sent à l'aise, agir directement, ça rassure. Ça permet également de pouvoir démontrer que sur les premiers jours, il y a un impact. J'ai eu aussi la chance, quand je suis arrivé, il y a eu une vacance un petit peu du pôle People, dont la majorité des membres étaient en congé mat. Donc, il y a eu un sujet, du coup, de travailler avec la DRH de transition sur des sujets... je sais pas, charte, télétravail, etc. Donc ça, c'est pas mal. C'est des choses qui te permettent un petit peu de prendre du recul et de prendre le pouls un petit peu de l'entreprise, de t'accommoder également avec ses valeurs. Il y a un sujet valeurs dans les startups qui est très, très prégnant. Et on se rend compte très vite que si ça ne matche pas avec les valeurs, je pense que on est dans une entreprise dans laquelle on ne s'épanouira pas pleinement. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ces valeurs-là dès le jour 1 et c'est des valeurs qui ont guidé un petit peu
mes premiers jours chez Préto. Pareil, j'ai aussi eu la chance d'être accompagné par et le cofondateur du coup qui s'occupait du pôle finance, parce que je suis rattaché au pôle finance, et le head of finance de l'époque qui m'accompagnait sur mes sujets, qui me faisait comprendre que voilà, il n'y avait pas d'urgence sur certains sujets, peut-être qu'il y a des sujets où on était un petit peu plus fragiles sur lesquels il fallait s'y atteler. Et un petit peu ces réflexes aussi d'ingénieur, un petit peu de chargé de mission en produit, ou voilà, faire une roadmap, donner de la visibilité à ces différents opérationnels, aux personnes avec qui on travaille. Il y a tout un côté également de voilà, le juriste travaille souvent en sous-marin, de manière complètement isolée, cloisonnée, parfois même silotée. C'est beaucoup moins le cas en start-up. Ça va très vite. On est sollicité par des sales, on est sollicité par des personnes côté tech sur des sujets très pointus. Et savoir leur dire, voilà, sur ce sujet, pas à l'aise, je peux te faire un début de réponse, mais si tu veux que je creuse et que je te donne une réponse vraiment aboutie, il me faut du temps. Et ça permet de parler un petit peu avec tout le monde. Je pense que sur les premiers jours, ce qui est important, c'est de prendre le temps de ne pas mettre les mains dans le cambouis directement, débroussailler, apprendre à connaître l'entreprise, apprendre également à connaître qui est qui dans la boîte, qui peut t'aider, qui peut t'apporter des réponses peut-être parfois hors cadre professionnel, de type ok, ça se passe mal avec tel service, sur tel sujet, peut-être qu'il faut y aller peut-être un petit peu mollo, ou au contraire ça passe très bien avec ce pôle-là, tu peux y aller, ils ont du temps en ce moment, ils peuvent t'aider sur ton sujet. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on est sur des entreprises en règle générale qui fonctionnent avec des effectifs et des personnes de très grande qualité, mais sous-dimensionnées par rapport aux enjeux, aux ambitions. Et donc on a très vite des personnes qui sont très prises. Et avoir une visibilité, avoir une vision long terme, ça permet de leur prendre du temps au bon moment et d'avoir un impact assez rapidement. Et toi, Alexia, tes 10 premiers jours? Alors moi, en fait, quand je suis arrivée chez Conto, je savais qu'il n'y avait pas de direction juridique, puisque le but était de créer la direction juridique. Et en fait, j'ai été surprise que je suis arrivée dans une boîte qui était extrêmement bien structurée sur le plan juridique, très consciencieuse, très scolaire, et en fait avec des process très robustes et des gens déjà assez acclimatés à la culture juridique, avec en plus un fondateur qui maîtrise et comprend tous les sujets juridiques. Donc je suis pas du tout arrivée, à la différence de plein de directeurs juridiques quand ils racontent leur début, dans un chaos. Je suis arrivée dans quelque chose qui était déjà assez structuré, plutôt confortable. Donc ça, c'était la bonne surprise. Après, il y avait quand même évidemment des choses à faire. Dans la mesure où il n'y avait pas de département juridique, en fait, il n'y avait pas de scope du département juridique. Et donc, s'il existait en fait plein de process juridiques qui étaient gérés par d'autres équipes, il fallait en fait, je pense que la première chose à faire, c'était définir quel allait être le champ d'action de la fonction juridique et quel allait être ce qui allait rester en dehors et qui était déjà traité par d'autres équipes, soit des opérationnels, soit des RH, soit de la finance, soit de la compliance. Du coup, c'était ça qui était assez intéressant. Et je pense que ça a pas mal, du coup, joué aussi sur mon évolution chez Conto. C'est qu'en fait, ma première mission a été de choisir mon scope, de définir le juridique en interne. Et du coup, j'ai pu aussi le définir en fonction de ce que j'aimais bien, et j'ai pu aussi le définir en fonction de ce que je pensais être une façon stratégique et porteuse de définir sa fonction. Et donc, ça m'a évité le risque classique de la direction juridique, qui est d'être cantonné à un rôle vraiment support sur un scope qu'on n'a pas spécialement choisi et qu'on ne maîtrise pas complètement, et avec des difficultés pour se hisser à des niveaux plus stratégiques. Donc voilà. Après, je ne cache pas qu'en réalité, quand je suis arrivée au début dans les discussions opérationnelles, en fait, je ne comprenais absolument rien de ce qui a été discuté, mais vraiment rien. Les gens me posaient des questions comme si c'était assez logique que ça rentre dans des sujets juridiques, et comme si j'étais censée le comprendre. Et donc, sur le plan technique et plus opérationnel, ça a été là le plus gros challenge, et ça a été difficile parce qu'en fait, j'étais pas suffisamment compétente quand je suis arrivée sur la partie réglementaire du métier, quoi. Donc, mais bon, c'était un sujet très intéressant, et donc je me suis formée. Mais ça a été ça, voilà, le gros challenge. Et puis ensuite, après, comme pas mal de directions juridiques, est venue assez vite la question
de digitaliser les process, puisqu'on voit qu'on est seul et que même si on recrute, on ne va pas recruter 10 personnes du premier coup. Et donc, on voit bien qu'on a quand même une charge de travail, surtout dans une société en hypercroissance, qui augmente plus vite que notre propre capacité à la traiter, même si on progresse, même si on comprend mieux les sujets, même si on choisit un scope qui est plus restreint. Enfin, moi, il y a des sujets que j'ai pas pris. Et donc, on voit bien que la solution, c'est quand même de digitaliser. L'avantage d'être dans une boîte tech, c'est qu'en fait, même si on veut pas voir que la solution, c'est ça, on le voit beaucoup plus facilement. On risque pas de s'enfermer dans un truc où on voit pas que la solution, c'est la digitalisation, parce que partout autour de nous, il y a des process, ça se digitalise, etc. Et donc, ça fait partie, du coup, de tes premiers chantiers ? Ça fait partie, en tout cas, évidemment, il y a eu plusieurs angles de cette digitalisation, mais en tout cas, par exemple, la signature électronique, c'est évidemment arrivé très vite, la gestion des demandes faites au légal aussi, il y a un outil de ticketing, c'est aussi venu très vite, puis la contract management aussi, mais ça s'est fait quand même par étapes, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est pareil pour toi, du coup. Moi, j'ai eu exactement le même sujet. Alors, moi, ce qui m'a du coup assez surpris et ambiant, c'est qu'il y avait déjà des process pour digitaliser du juridique, alors qu'il n'y avait même pas de juridique. Donc, ils avaient des discussions, il y avait des discussions avec des solutions de contract life management, donc des CLM. Il y avait des discussions autour du RGPD qui étaient déjà entamées, soit par la tech, soit par le pôle finance. Et ça a été... donc, j'ai repris un peu ces sujets-là. Et ça a été une très bonne surprise, parce que du coup, pour le coup, dans ma précédente expérience, c'était quelque chose qui était une réelle volonté de ma part, mais pour le coup, il n'y avait pas forcément les budgets, ou c'était pas forcément le bon moment, ou le format, ou le cœur de l'activité ne s'y prêtait pas forcément. On parle quand même de coûts qui sont quand même assez conséquents, sur des engagements qui sont longs, etc. Ça se fait pas de manière légère. Mais oui, dans un environnement très tech, très vite, ils vont te poser la question de... Ok, tu fais ça, mais est-ce que tu n'as pas un outil pour le faire plus vite, mieux, rapidement, et te décharger, en fait, pour que tu puisses justement t'occuper de tâches plus stratégiques, pour que tu puisses prendre du temps pour réfléchir sur des points qui seront primordiaux pour nous dans 6 mois, 1 an, prendre du recul et te débarrasser un petit peu de tâches un petit peu chronophages. Et ça, il y a une vraie culture chez Préto, en tout cas, je pense que chez Conto aussi, parce qu'on a quasiment des outils qui sont similaires. Pareil, ensuite, quand j'étais tout seul, du coup, la question se posait moins, mais quand on a été 2 puis 3, le sujet du ticketing, comment on gère nos tâches, comment on se les répartit, qui fait quoi, comment, quand, quels sont les délais, quel est le niveau de reporting demandé, quels sont les différents stakeholders, donc quelles sont les personnes à qui communiquer de l'information, comment gérer la confidentialité de cette information-là. Ça a été pas mal, ça a été des sujets pour nous où on a dû se poser autour d'une table et dire, bon voilà, Comex, ils ont full accès sur tel type de sujet, les managers peut-être un accès un peu restreint, etc. Ça se fait encore au fil de l'eau. Il y a des sujets où parfois je reçois une demande d'accès sur un sujet et donc je demande est-ce que je peux transmettre l'information. Mais sinon, ça se fait plutôt bien. Tout était aussi très organisé, donc je me disais, bon, quelle est ma plus-value, moi, directement, qu'est-ce que je vais pouvoir implémenter très vite pour que ça fonctionne très bien. Il y avait le sujet de, justement, centraliser les échanges avec les avocats. On avait des avocats spécialisés sur, limite, tous les points du droit que nous traitions. Donc, côté RH, on avait quelqu'un. Côté levée de fonds, BSPCE, on avait quelqu'un également. Côté plutôt contentieux, on avait quelqu'un aussi. Propriété intellectuelle également. Donc, le sujet a été aussi de centraliser tout ça, donner à tous ces cabinets d'avocats un interlocuteur unique et décharger l'opérationnel de faire ces demandes-là et aussi monter le niveau d'exigence qui est demandé aux cabinets avec lesquels nous avons l'habitude de travailler pour les challenger et faire en sorte que que ce qu'ils délivrent réponde exactement à nos besoins dans des délais qui sont corrects pour nous, etc. Et potentiellement de capitaliser sur la connaissance aussi. Ça a été le sujet également. On était très... On dépensait en consultation d'avocats et je pense que c'est très bien dans un contexte d'hypercroissance au tout début. Mais je pense qu'à un moment, on se pose la question de centraliser tout ça et en faire un patrimoine vraiment interne à l'entreprise qui va qu'on possède, qu'on own au sens littéral et qu'on va pouvoir faire rayonner. Oui. Et surtout, il y avait une grosse volonté de nos cofondateurs respectifs, de nos cofondateurs, sur notre cœur métier, aller plus loin que tous les cabinets d'avocats réunis. Bon, pas encore forcément, mais à terme, d'être une référence sur notre secteur d'activité et voilà, qu'on n'ait pas à pâlir ou avoir honte à côté de cabinets de renom ou de premier plan. C'était aussi un sujet
Donc, et pour ça, il fallait avoir quelqu'un en interne qui structure des process, qui documente toutes ces recherches, et une vision et un fil rouge sur le long terme. Donc ça a été le sujet. Peut-être aussi pour compléter, il y a aussi un truc qui est lié un peu au hasard du calendrier et les aléas. Je trouve que quand on a la chance d'avoir, par exemple, un événement comme une levée de fonds qui arrive pas trop longtemps après la prise de fonction, en fait aussi, ça permet assez vite de donner une dimension un peu différente au rôle du juriste. Oui. Alors que bon, s'il se passe 1 an et demi, entre-temps, le juriste, il s'est un peu enfermé dans une position, alors que si au bout de quelques mois, il y a une levée de fonds, très vite, ça propulse le juriste dans un rôle de conseil très très proche. Ça donne le ton, effectivement. Exactement. Et quand ça arrive, du coup, je trouve que c'est assez important pour le juriste de se positionner très vite. Et une des façons de se positionner très vite, c'est d'être à l'origine du choix du cabinet d'avocats. Et alors, si en plus c'est un cabinet d'avocats qu'on connaît, avec lequel on a bien travaillé, dont on sait qu'il est bon, ça va être un élément qui va propulser le juriste et le mettre véritablement en égal du directeur financier. Alors que si le choix du cabinet est laissé au directeur financier, c'est plus compliqué pour le juriste, il va être mis dans la boucle beaucoup plus tard. Alors qu'en ayant la main sur le choix du cabinet d'avocats, ça permet, je trouve, de façon assez efficace d'être dans la boucle dès le début de la levée de fonds et de pouvoir jouer pleinement son rôle de conseil. Et une façon de faire, c'est quand même peut-être dans les règles que le juriste établit dans ses process, c'est le fait que tout cabinet d'avocats doit être choisi, ou en tout cas ça doit passer par le juriste. Ce qui évite effectivement de se faire corneriser sur des sujets stratégiques. Et de ne pas maîtriser ses frais d'avocat. Et les frais, à la limite, en fait, ça, je dirais que c'est même pas le sujet qu'on a trop envie de garder. Enfin, après, on le garde, mais en fait, comme ça va coûter cher un avocat et que c'est incontrôlable les frais de l'avocat, c'est vrai que si c'est le directeur financier qui s'émerger, à la limite, voilà. Mais je pense que quand même, au risque de se mettre en risque justement parce qu'on est responsable des frais d'avocat, c'est quand même mieux de garder la main sur le choix de son avocat. Ok, alors en fait, ça a l'air assez facile, votre prise de poste, ça a eu l'air assez facile. Est-ce qu'il y a des sujets néanmoins sur lesquels vous avez dû, pas taper du poing sur la table, mais vous affirmer, sur lesquels vous n'avez pas eu un boulevard et il a fallu vous battre un peu, une bataille? Ouais, moi j'en ai un. J'en ai un beau. Du coup, j'étais arrivé juste avant le lancement, le déploiement d'une nouvelle marque qui s'appelle All-in, et du coup à destination des courtiers indépendants. Donc c'était une nouvelle forme de distribution, quelque chose sur lequel l'entreprise travaillait depuis longtemps, et en réalité c'était limite une idée à son origine. Il s'était d'abord focalisé sur le 100% digital, et ensuite il voulait lancer une offre aux indépendants. Je suis arrivé en pleine discussion justement avec un cabinet d'avocats sur comment on contractualise tout ça, et le calendrier imposé par les opérationnels était juste impossible à tenir. Donc on a dû revoir un petit peu le lancement, on a dû lancer une version, une V0 un petit peu du contrat qu'on présentait aux futurs mandataires qui nous rejoignaient, pour ensuite leur présenter une version définitive, etc. Donc il y a tout eu un sujet de je viens d'arriver, j'ai envie d'être impliqué sur ce sujet-là, il y a des discussions qui sont en cours, qui sont entamées, je ne freinerai rien, mais on est sur un rythme qui est freiné, et en fait le cabinet ne pourra pas vous délivrer quelque chose de très bonne qualité, même s'ils s'y mettent à 10, c'est juste pas possible de leur demander quelque chose qui est trop compliqué. Donc il y a eu ce sujet-là, il y a eu pas mal de sujets ensuite sur justement le déploiement de cette nouvelle entité-là, et tous les sujets que ça crée en termes de contentieux potentiels sur tout ce qui est non-concurrence, etc. Ou pareil, le juridique, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Alexia, le juridique a su saisir un petit peu l'opportunité de faire une place, se faire une place aux côtés du business. Et d'ailleurs, quand il y a eu recrutement chez nous, ça a été pour cette activité-là dédiée, parce que le juridique a su démontrer en réalité qu'il y avait un poste en réalité qui était nécessaire, et pour accompagner la croissance d'une nouvelle activité avec ces particularités-là, le légal devait se staffer. Et donc ça a été un des sujets au tout début où c'était très difficile, où ça s'est plutôt bien passé à la fin, mais compliqué au début, quoi. Moi, j'ai 2 trucs que je trouve peuvent être difficiles. Le premier, c'est effectivement diffuser la culture juridique dans l'entreprise et s'assurer que les autres équipes ont une bonne compréhension du métier du juriste. Souvent, au début, on venait me consulter
pour des sujets dont je n'avais pas vraiment, sur lesquels je n'avais pas vraiment d'idée et qui étaient caricaturalement juridiques. Ouais. Et du coup, donc soit on venait me consulter tout le temps pour le même sujet. Les gens pensent que le juridique, c'est les NDA. Soit, effectivement, si jamais il y a des sujets où la police intervient, donc, je sais pas, il y avait les polices en bas, dans les bureaux, juridique. Donc, je ne sais pas quoi faire quand il y a la police en bas. Enfin, en tout cas, pas plus qu'une autre équipe, en fait. Et donc, voilà. Et donc, réussir à faire prendre conscience aux gens, en fait, sur quoi on peut intervenir. Et alors, par ailleurs, les gens, ils traitaient plein de sujets juridiques au quotidien sans se rendre compte que c'était qu'il y avait des implications. Ouais. Donc, c'est ça, comment sortir de la vision caricaturale que les équipes ont du juridique, même quand, en fait, ils veulent bien faire, parce que parfois, on sait qu'il y a des opérationnels qui ne veulent pas faire appel au juridique, mais je ne crois pas que c'était le cas chez Conto. Mais c'était plutôt le fait qu'il réduisait le juridique à quelque chose de très caricatural et il n'envisageait pas toutes les autres implications juridiques que ce qu'il faisait au quotidien pouvait avoir. Donc ça, c'est compliqué, c'est long à traiter, c'est frustrant parce qu'en fait, on découvre les trucs après coup et ça rend dingue. Et si en fait, on ne se force pas à aller proactivement régler ce problème-là, on va vraiment être cantonné à un rôle super support. Et est-ce que tu as fait ce que nous, on appelle chez Calam en offre de service juridique, c'est-à-dire qui on est? On fait de la communication, qu'est-ce qu'on fait pas, mais avant de dire ce qu'on fait pas, il faut qu'on communique sur ce qu'on fait, comment on le fait. Je ne savais pas le faire. Enfin, c'est-à-dire que maintenant qu'on vous connaît, et puis maintenant que mon équipe s'est développée, et puis maintenant que j'ai échangé avec aussi des directeurs juridiques, oui, c'est ce qu'on commence à faire. Ah oui. Mais en fait, ça ne faisait pas partie de mes réflexes au début. D'accord. Mais effectivement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et donc, moi, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je l'ai appris sur le tard. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, effectivement, je ferais exactement ce que propose Calam. Aussi parce que tu es dans le rush quand tu arrives et que tu n'as pas forcément la bande passante pour prendre le temps de construire ta value propre, ton mission statement, etc. Et que c'est peut-être quelque chose que tu fais plus quand tu es dans le run après. Ouais, voilà. Exactement. Voilà. Et j'avais... Oui. Juste pour ajouter du coup une difficulté supplémentaire sur laquelle moi je me suis un petit peu cassé les dents, c'était justement beaucoup de personnes dans l'entreprise viennent te solliciter sur des sujets juridiques et en fait tu travailles sur d'autres sujets qui sont peut-être parfois plus importants, sûrement plus importants, et tu as tout un sujet de confidentialité où tu peux pas communiquer aux autres. Bon, en fait ton sujet c'est... Tu m'en avais parlé, c'est vrai. C'est pas que je t'aime pas ou c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est super intéressant et si j'avais le temps je le ferais avec grand plaisir. Juste j'ai un truc qui est un peu plus important et le dire sans le dire, c'est plus important que... Voilà, ça crée de la frustration et on n'a pas envie également de décevoir parce que ça reste des personnes qui sont très sympas. Le contact humain se fait très vite en start-up en général. Et donc tu te dis, je vais essayer de l'aider, je vais me prendre un petit peu de temps et c'est là où tu rentres dans un engrenage parce que du coup, surtout les sales ont une proportion à... Tu donnes un doigt, ils prennent un bras. Voilà, c'est ça. Ils sont très sympas par ailleurs. Mais voilà, leur donner de la visibilité sur ce qu'on fait réellement, ça passe par un sujet de communication. Chez nous, Préto, on est en train de déployer ça. C'est encore c'est en train de germer. On est en train de chercher le ton, on est en train de chercher la cadence, à qui on communique, comment on communique. Est-ce qu'on est sur un sujet où on va communiquer de manière un peu décalée ou est-ce qu'on va communiquer de manière plus sérieuse? Est-ce qu'on le fera de manière récurrente tous les mois ou est-ce qu'on le fera à l'occasion de Monthly? Est-ce qu'on le fera à direction des équipes? Par exemple, se pose la question de est-ce qu'on communique aux sales dans leur business meeting un petit peu mensuel ou un petit peu toutes les semaines, voilà les sujets juridiques que vous avez de notre côté, voilà sur quoi on n'est pas content, voilà sur quoi on souhaiterait vous accompagner, et on est là, vous pouvez venir nous voir, mais pas pour ça, plus pour ça. Voilà, c'est des choses qui, je pense, se font au fur et à mesure de la création d'une direction juridique avec une certaine maturité, mais c'est quelque chose de difficile au début de devoir expliquer qu'on peut pas tout faire, qu'on choisit les sujets et que parfois c'est même pas nous qui choisissons les sujets. On a un calendrier qui parfois nous est imposé et parfois on dépriorise des sujets parce que le CEO te demande quelque chose qui est important ou un membre du COMEX te met sur un dossier qui nécessite une intervention de ta part quasi immédiate. Donc c'est un peu une des difficultés que j'ai rencontrées et sur lesquelles on travaille toujours, quoi. Et moi, la deuxième grosse difficulté, mais je pense que je ne l'ai pas encore totalement résolue, c'est réussir à fixer ces OKR, enfin Objective and Key Result, de la même manière en fait que les autres équipes. Et je trouve quand même, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis
pas encore. Enfin, je suis trop fermée, mais je trouve quand même que c'est plus dur que pour d'autres équipes. C'était quelque chose qui était déjà en place pour les autres équipes. En fait, les chaque membre du COMEX pour son équipe fixe ses OKR de telle sorte qu'ils permettent de répondre aux OKR au niveau de l'entreprise. Ouais. Avec, il construit son OKR cockpit pour suivre façon chiffrée l'évolution de ses performances sur ses key results. C'est un vrai sujet pour les directions juridiques. C'est quand même, même si voilà, je fais l'effort et je suis contente d'avoir à faire l'effort, et je travaille avec mon équipe et je leur demande aussi de faire l'effort rien que pour l'exercice, mais au final, même quand on arrive à établir des OKR, au fond de moi, je me dis qu'ils sont un tout petit peu bullshit et qu'en fait, je les crée de façon artificielle et que c'est pas vraiment ça pour répondre qui va permettre de traquer la vraie qualité de mon travail, quoi. Et donc, il y a ce truc un peu de vitesse qui se crée où j'arrive un peu artificiellement à faire des OKR avec des chiffres. 85% des contrats font ci, font ça, machin. 50% du risque est réduit, ou je sais pas. Et en même temps, je les établis, je les rends visibles. Et en même temps, je sais qu'au fond de moi, la performance de ma direction juridique, c'est pas totalement. C'est pas qu'une question de chiffre, malheureusement, en fait. Enfin, je sais pas, plus qualitatif. Intangible. Ouais, pour les OKR, nous, on a exactement le même fonctionnement. Et moi, la difficulté que j'ai sur les OKR, du coup, qui est un fonctionnement un peu trimestriel, c'est que justement, nos sujets, pour s'assurer en réalité que les objectifs soient atteints, c'est des sujets qui vont parfois plus loin en réalité que le trimestre. Et voilà, c'est difficile de découper parfois, par exemple tout simple, nous on a eu être conforme pour un contrôle de la CNIL. C'est pas en un trimestre que tu assures une conformité à 100%. Ça rentrerait pas dans un OKR parce qu'en fait c'est pas chiffré. Donc du coup l'objectif ce serait d'être conforme, mais derrière le key result, c'est 100% des règles sont satisfaites, mais en même temps c'est jamais 100% des règles et on n'a pas besoin que 100% des règles soient satisfaites pour qu'on soit compliant avec CNIL. Donc quel pourcentage tu fixes? Tu mets 75 et en fait c'est complètement arbitraire et par ailleurs tu sauras jamais calculer si c'est 75 ou quoi. Donc du coup le stade des objectifs, j'y arrive. Ouais. Mais la métrique en fait, les métriques elles sont un peu absurdes. Ouais, ou alors généralement j'ai objectif et projet. C'est-à-dire que j'arrive à identifier qu'on a un objectif et derrière des projets qui vont être liés à l'objectif. Mais les projets c'est pas les key results non plus. Mais il y a encore un échelon en dessous exactement. Qui est effectivement le plus difficile à construire. Et ça, alors est-ce que, par exemple, sur le contentieux, c'est peut-être là où c'est un peu plus facile. Donc, est-ce que ça a du sens de dire qu'on va réduire 50% de l'exposition sur les contentieux de ce type-là Mais en fait, c'est pas non plus incroyablement convaincant. Et ça marche un peu pour contentieux, mais alors pour contrat, ça marche quand même moins bien. Mais est-ce que tes cofondateurs sont satisfaits avec les key results que tu poses? Du coup, ils les regardent pas vraiment. Mais ils te les demandent néanmoins. Oui, parce que, ils vont pas dire tout le monde fait ses OKR sauf légal. Mais et par ailleurs, j'ai un peu le même problème avec Affaires publiques, qui est un des trucs dans mon scope. C'est quoi? C'est 2 lois qui ne passent pas et qui auraient pu passer, et qui auraient été pas favorables, ou à l'inverse. 3 évolutions réglementaires favorables sur lesquelles on a poussé. C'est très très objectif parce qu'en définitive, une des lois peut avoir un impact très très important sur l'activité de ta boîte alors que l'autre pas. Et en définitive, donc, le gain que tu retires juste à une seule loi est plus important que les deux. Et en définitive, ton key result, il n'est pas atteint alors que tu as réussi à faire. Exactement. Donc le truc, ça, c'est vraiment une difficulté que j'ai encore. Alors que je l'ai moins sur la partie RSE, par exemple, où réduire de 5% ses émissions carbone sur le scope 3 d'ici la fin de l'année. Bon, normalement, on refait un carbon footprint assessment à la fin de l'année, donc on est capable, mesurable et c'est plus facilement c'est toujours plus simple d'avoir des OKR qui sont atteints ou non atteints avec la donnée qui vient de l'extérieur que de quelqu'un qui te dit ça. Ouais. Tu t'y es pas, et quand c'est à nous de fixer nos propres objectifs et de fixer du coup les chiffres qu'on atteint et comment on les calcule, on se rend compte que parfois c'est peut-être un peu biaisé, qu'on n'est pas. Et la donnée du coup pour construire ces OKR, elle vient pour justifier ces key results, elle vient de quoi? Vous la tirez quoi? Sur la partie juridique? Ouais, de vos outils de ticketing, de vos outils. Oui, ça peut être ça, mais encore une fois, comme je suis tellement pas convaincue pour l'instant sur les key results, j'avoue que. Enfin voilà, parce que tous les deux vous évoquiez le fait d'avoir mis en place un système de ticketing, et par exemple, moi à mon sens, ça fait énormément parler l'activité
ces outils-là. Et ça mériterait d'être développé dans toutes les directions juridiques parce qu'en fait, ça traduit vraiment l'activité, le rapport aux opérationnels, l'atteinte de résultats, etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne base de travail pour construire des KPI, des OKR, des key results, etc., que de se baser sur un système de ticketing. Donc, si vous l'avez, c'est... Ouais, bien sûr. Mais du coup, je sais pas si mon outil de ticketing, il peut quand même refléter mes key results, parce que... Ça dépend comment il est construit. Si l'outil de ticketing a été construit en amont, en ayant en tête. Et c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on construit les outils de saisine qui intègrent à la base, on en avait parlé dans le cours de la Legal Ops Academy, en fait, qui intègrent tes objectifs pour ta direction juridique. Du coup, tu vas en amont aller chercher dans ton ticket d'entrée la bonne donnée pour venir ensuite justifier de l'achievement de ton key result, de ton KPI. Mais c'est drôle parce que ce truc de ticketing, moi je viens du milieu de l'IT, j'étais chez Dell avant, ça me semble hyper naturel. Et par ailleurs, c'est comme ça que dans toutes les boîtes, on saisit l'IT, donc c'est quand même aussi naturel pour pas mal de personnes. L'application concrète à la direction juridique est hyper mal perçue. Et même en start-up scale-up licorne. Bon, j'allais dire, dans les grands groupes, c'est toujours un no-go. C'est vrai. Ouais, c'est un no-go. Mais même dans l'univers start-up scale-up, c'est pas une évidence. Et moi, je me suis beaucoup entendu dire notre IT se sert de Jira, par exemple. Moi, je veux surtout pas ça pour ma DJ. Alors qu'en fait, c'est un outil mais formidable aussi pour la DJ. Donc, parce que comment mesurer le nombre de sollicitations ou le taux d'activité de la direction juridique si tu ne le mesures pas comme ça? Ça, nous, l'outil ticketing, il nous permet ça. Mais j'ai pas le lien encore entre ça, donc mon taux d'activité, 3000 tickets traités, machin, avec une partie sur l'Italie, la majorité sur la France. Exactement, la ventilation. Du coup, là, ça te permet juste d'avoir un état des lieux de ton activité, mais pas de ta performance, sauf qu'en fait, en fonction de ce que tu... institue dès la base de la création de ton ticket et des questions que tu poses, et ben du coup tu peux vraiment avoir des métriques sur non pas juste l'état des lieux, le panorama de l'activité de la DJ, mais sur justifier une création de poste, justifier des tickets à faible valeur ajoutée, et donc du coup de faire du pushback en disant ça peut pas être pour nous, justifier d'un besoin d'automatisation et de digitalisation. Alors c'est vrai que c'est pas forcément des sujets en startup scale-up parce que souvent il y a un budget qui est possible, mais dans les gros groupes on sent que ça rame quand même pour avoir les budgets, sauf que en fait ces métriques permettent vraiment d'aller justifier d'un objectif, et à mon sens du coup l'outil de ticketing il faut le construire en amont en ayant en tête ces objectifs-là, et ça permet de construire vraiment des key results et des KPI pertinents. La difficulté avec tout ce qui est ticketing, c'est que du coup, forcément, pour que cet outil-là soit vraiment pertinent, il faut avoir anticipé les objectifs sur lesquels on se positionne. Oui. Et parfois, il y a des changements, parfois il y a des objectifs un petit peu qui apparaissent de nulle part, et donc il faut refaire son outil, rajouter des lignes, rajouter des points de data qui peuvent être pertinents. Absolument. Moi, j'ai toujours connu du ticketing, même dans ma précédente boîte, parce que justement, c'était très porté contentieux, et je rebondis avec ça. Je pense que c'est un sujet qui est très favorable à la gestion au ticket, au suivi et à tout ce qui est chiffré, parce que sujet traité, pris en charge, résolu, pas résolu, perte, etc., combien, c'est très chiffré. Beaucoup plus de mal pour les sujets, par exemple, propriété intellectuelle. Dès qu'on passe le sujet de combien de contentieux en propriété intellectuelle on a eu, si tu mets en place des clauses spécifiques pour tel contrat sur les sujets pays, etc., comment tu chiffres ou comment en tout cas tu arrives à déterminer que ton objectif est atteint. Le nombre de contentieux évités. Comment tu chiffres quelque chose qui n'est pas arrivé. Exactement. Voilà, c'est compliqué. Exactement. Le chiffrage, l'autre avantage du chiffrage, c'est que c'est l'inverse du chiffrage, c'est du ressenti. Donc si tu veux, comme disait Lisa, justifier de l'ouverture de prise de poste, il faut dire que tes équipes sont sous l'eau. Et si tu peux pas justifier concrètement que tes équipes sont sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? On regarde sur le plateau, on est là, écoute, il est 19h et ils sont plus là, donc ils sont pas si sous l'eau que ça. Alors qu'en réalité, si, parce qu'il y a plein de bonnes raisons qui font que... Et donc, le chiffre va venir contrer le ressenti, et le ressenti, c'est toujours hyper subjectif. Et on va dire, t'es sous l'eau, mais bon, tu chouines pour rien. Enfin, ça, je l'ai entendu aussi, des DJ en vraie difficulté, qui disaient et faisaient remonter le fait qu'ils n'avaient pas assez de postes pour traiter le volume. Et on leur disait, oui, t'es
t'es un peu fragile. Alors que en fait, le Matrix va venir appuyer cette demande de façon concrète et chiffrée. C'est pour ça que moi j'adore les vrais Matrix et le concret du chiffrage et notamment du ticketing, c'est parce que ça permet de venir mesurer empiriquement quelque chose et d'appuyer les demandes. Et donc ça, disons que c'est un argumentaire qui s'entend plus haut, au niveau CEO, au niveau DAF, au niveau RH, tandis que le ressenti, le confort, ça ne s'entend pas. Surtout tout ce qui est fondateur avec une formation d'ingénieurs qui sont très, très portés chiffres. Si tu ne viens pas avec des chiffres qui sont assez solides, clairement pour eux c'est un non-sujet. Il faut que tu revoies ta copie et reviens me voir quand tu auras un peu de la data ou quelque chose de plus chiffré. Sinon, pour moi, c'est pas forcément encore, ça ne nécessite pas un investissement particulier. La difficulté, c'est de passer le premier recrutement quand on n'a pas d'outils. Ouais, c'est l'œuf ou la poule. Mais ensuite, il faut essayer en effet, j'ai eu cet exercice-là sur mon second recrutement du coup, avec un poste un peu plus conséquent en senior, où voilà, il y a eu, on a utilisé le CLM, tel type de contrat, tel type de signature qui sont passés par mes soins. Clairement, c'est pas un sujet de prendre un poste. Le poste, il est clairement là, le besoin, il est là, les chiffres sont là. Tout était un petit peu objectivisé, et donc c'était quelque chose qui m'a permis d'aller chercher ce poste-là supplémentaire sans trop de difficultés, malgré un contexte un petit peu difficile. Mais au ressenti, ça ne se serait pas passé comme ça, très certainement. Je pense pas en tout cas. Alors, c'est difficile, je pense, de parler fintech et secteur réglementé sans parler de confiance, que ce soit chez Preto ou chez Conto, vous accompagnez du coup des gens dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, qui sont des événements structurants. Donc clairement, la confiance, c'est au centre du débat, confiance envers les clients, envers le régulateur, envers les acteurs assez traditionnels. À votre sens, comment le juridique participe à la création de cette confiance ? Alors, vis-à-vis des clients, effectivement, le juridique a un rôle important puisque dans la façon dont les conditions d'application du produit vont être communiquées aux clients, il y a un enjeu de transparence et c'est aussi sur la base de cet engagement de transparence que la confiance s'établit. Et donc, ça peut passer par effectivement le fait de bien rédiger ces conditions générales, de décommander, en tout cas aux opérationnels, de passer par des phrases qui sont volontairement vagues, qui pourraient induire le client en erreur. Ça peut passer par le fait de pousser l'utilisation du legal design pour que tous les éléments soient accessibles de façon la plus transparente, y compris les éléments qui sont moins, je dirais, favorables ou voilà. Donc ça, je pense que le juriste a un rôle à jouer important sur ça. En interne, vis-à-vis en fait des différentes équipes et des clients internes, je pense que la confiance, elle s'établit sur la base de deux choses. La première chose, c'est d'incarner quelque chose, enfin, en tout cas, la bonne conduite entre guillemets et l'éthique dans la façon dont on travaille. Et je pense que le juridique peut être moteur sur une culture d'éthique dans la société. Et puis après, ça peut aussi être de la confiance plus sur la gestion plus opérationnelle et donc s'engager sur des deadlines qu'on tient, etc. Puisque une fois qu'on les tient pas une fois ou deux fois, on perd aussi la confiance et du coup, on est plus sollicité. Et après, y a la confiance vis-à-vis du régulateur. Donc ça, je pense que chacun fait ce qu'il peut aussi par rapport à l'état de son business. On n'est pas toujours complètement libre d'apparaître comme le bon élève, mais évidemment, et c'est un peu bateau, je recommande quand même de faire en sorte de au maximum montrer patte blanche aux régulateurs sans être évidemment stupide et naïf. Il faut bien avoir en tête que si on en dit trop, on peut aussi se tirer une balle dans le pied. Mais voilà, établir ce lien de confiance en l'impression d'être assez transparent et ne pas fuir en fait le régulateur. C'est-à-dire qu'en étant proactif et en ayant des contacts avec le régulateur aussi, je pense qu'on établit ce lien de confiance. Si on commence à le fuir, en fait, je pense que là, on a toutes les chances en fait de se retrouver dans des positions qui vont au contraire détruire le lien de confiance. Complètement d'accord sur le régulateur. Le régulateur, c'est quand même un aspect un peu primordial dans toute fintech. On peut pas passer outre. La difficulté qu'on a et qu'on a un peu évoqué, c'est un peu
cette difficulté un petit peu philosophique où on est sur deux planètes complètement différentes parfois. Voilà, le régulateur a des règles à faire respecter, c'est tout à fait louable. Nous, on est sur des enjeux un peu business où on essaie de pousser de l'innovation. On a eu des sujets, par exemple, chez Preto, où voilà, on voulait mettre en place quelque chose côté tech qui pourrait répondre à des obligations légales, mais en fait, ça rentrait pas forcément dans les cases. Et nos échanges avec le régulateur ont été un petit peu stériles parce que clairement, de leur côté, ils n'avaient pas la capacité à date de faire des vérifications, de faire un audit, etc. Mais on a toujours cette volonté de les challenger, de leur montrer qu'en fait, on peut aller plus loin que leurs exigences textuelles et faire en sorte qu'en fait, dans l'esprit de la loi, tout y est et que notre fonctionnement soit complètement compliant. Côté transparence aussi, je pense que c'est un point très important. Pareil, il y a un petit peu ce sujet de transparence versus confidentialité, une frontière un petit peu fine à bien déterminer et ensuite distiller de la transparence. Nous, c'est un sujet super important. On récolte énormément de données clients, par exemple, on les finance sur des projets de vie qui sont très structurants. Quand tu achètes ta première résidence principale où tu te projettes avec ta petite famille, voilà, on l'a tous les jours, hein. On a des clients qui sont en pleurs parce qu'ils ont eu leur financement et ça, c'est quelque chose de très sympa. Bon, parfois on a des situations un petit peu plus conflictuelles. Ils sont en pleurs parce qu'ils n'ont pas eu leur financement. Voilà. Et là justement, transparence à l'égard cette fois-ci des opérationnels en leur disant tout simplement, sur ce sujet, tu aurais dû faire différemment, tu aurais pu faire différemment. Tu n'es pas forcément responsable parce que tu as fait ce que la loi a exigé de nous, mais nous, on va aller plus loin et on va t'accompagner, on va te donner des tips, on va te donner des guidelines. Pareil sur le déploiement d'un nouveau contrat. Aller plus loin que juste donner, par exemple, le PDF avec comment on l'utilise, ce qu'il faut faire, pas faire. Mettre en place des hotlines où on reçoit des sales, où on reçoit des indépendants qui viennent poser des questions sur ce contrat. C'est quelque chose que vous avez construit, du coup, ça ? C'est quelque chose qu'on a construit. Quand on a déployé un nouveau contrat chez nous, on a mis en place une hotline toutes les semaines, 2 fois par semaine même, pour accueillir des opérationnels chez nous qui avaient des sujets de comment mon client veut se rétracter, comment je fais avec lui. Lui dire que la réponse est dans le PDF qu'on lui a transmis. C'est ok, mais lui expliquer que peut-être qu'il y a une petite touche commerciale à apporter, peut-être qu'il ferait bien de l'appeler en plus de lui envoyer un mail, tout simplement. Il y a tout un sujet de également se positionner, je pense, en donneur de solutions, qui fait que l'opérationnel en question a confiance et se dit le juridique peut m'aider. Après, il faut aussi parfois leur faire comprendre que notre mission, c'est pas de faire les choses à leur place. Toi, du coup, Kader, tu as rejoint Preto il y a 7 mois, c'est ça ? C'est un secteur dans lequel tu n'avais pas du tout évolué avant. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes enjeux, sur les challenges que tu as découverts ? Ouais, c'est un secteur que je connaissais pas vraiment. Donc, moi, j'étais coopté. Du coup, j'avais la chance d'avoir un ami très proche qui y était depuis quasiment 1 an et qui, très corporate, m'en parlait à chaque fois que je le voyais. Donc, je commençais à... Tu l'avais vendu avant. Il me l'avait plus que vendu. C'était la plus belle boîte de la Terre et il le pensait vraiment, donc c'est ce qui a fait que j'ai rejoint cette entreprise. Est-ce qu'il était incentivé sur le recrutement des prochains ? C'était pour ça. Je pense qu'il était incentivé. C'est un très bon... Est-ce que l'endoctrinement a fonctionné aussi C'est un très bon ambassadeur. On appelle ça comme ça en RH. Voilà, c'est un bon ambassadeur. Donc voilà, c'était ce sujet-là qui a fait que je connaissais un petit peu. Mais en effet, je connaissais pas grand chose, donc moi la CPR c'était pas une autorité avec laquelle j'avais l'habitude d'échanger, moi c'est plutôt la répression des fraudes. Et donc je change un petit peu d'interlocuteur. Je change également un petit peu d'environnement parce qu'on est dans un environnement ultra connecté avec beaucoup d'avocats. À l'époque, j'avais l'habitude d'échanger avec 1 ou 2 conseils et puis on faisait tout nous-mêmes à la mano. Là c'est différent, il y avait beaucoup également de code à apprendre. Les outils, en termes d'outils, on était sur Slack et compagnie, ça c'est mode de communication quasi instantané où tu es sollicité. Notion ? Non, tu utilisais déjà Notion ? Non, j'utilisais pas Notion, enfin je connaissais Notion parce que... Nous ne sommes pas financés par Notion, mais qu'est-ce que c'est bien. Notion c'est incroyable, pour donner pour tout ce qui est transparence, pouvoir partager de l'information et pouvoir structurer également... son service, tout notre pôle juridique est structuré sur Notion, je sais pas, chez toi. Pareil. Voilà. Notion et Slack, c'est un peu le starter pack juridique des scale-up. Surtout depuis que les deux ont créé une liaison où tu peux, depuis Slack, envoyer sur Notion et vice-versa, c'est incroyable. Je revis depuis que ce truc-là existe. Donc, non, ça a été difficile, mais c'était un challenge que je recherchais. En plus, moi, je cherchais un truc qui était dans un secteur d'activité
qui devait être régulé, parce que pour le coup, ça reste un bon moyen d'être au cœur des décisions un petit peu stratégiques. Quand le secteur est régulé, le juridique a une place autour de la table en général. Donc voilà, il y avait le secteur de la banque qui me plaisait plutôt bien, il y avait le secteur de l'immobilier qui me plaisait plutôt bien aussi, et il y avait cet esprit start-up que je voulais absolument conserver. Et donc j'ai trouvé un peu mon mouton à 5 pattes à moi, et je me suis accroché, et puis voilà, ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de challenges qui émergent, et on se rend compte très vite que les premiers mois, en réalité, c'est des mois de découverte. Mais voilà, c'était difficile au début, mais avec de la bienveillance. Je pense que la bienveillance est un point important, et être accompagné aussi par de bons interlocuteurs, des référents qui sont pertinents, qui aiment leur métier, et être curieux, surtout être curieux, ne pas hésiter à creuser sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets juridiques. Moi, je connaissais rien, par exemple, au courtage. J'ai découvert ce que c'était. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un métier passionnant, avec des personnes qui le font depuis parfois des dizaines et des dizaines d'années. On apprend énormément à leur contact. Mais justement, le droit au service des sociétés régulées ou des services régulés, est-ce que c'est particulier par rapport à l'exercice du droit dans d'autres entreprises ? Et je dirais que ça peut faciliter effectivement le positionnement du juriste, puisqu'évidemment les enjeux réglementaires, ils vont être au centre. Enfin, en fait, c'est des enjeux de vie ou de mort pour la société, puisque si c'est réglementé, il y a une licence, et donc en fait, sans la licence, il n'y a plus rien. Donc effectivement, ça positionne l'équipe réglementaire, compliance, au centre de la stratégie de l'entreprise. Et en fait, les arguments qui sont du coup portés par cette direction font autorité. Alors que dans un secteur non régulé, les arguments juridiques font rarement autorité. Ils comptent, ils peuvent avoir de l'importance, mais ils ne vont pas faire autorité par rapport à une décision business. L'argument, on peut perdre notre licence, là, c'est le seul qui fait vraiment autorité. Il y en a sans doute d'autres au niveau juridique, mais j'en connais pas tant que ça d'autres. Ouais. Donc évidemment, ça confère une posture un peu différente. Mais par exemple, me concernant, je ne traite pas les sujets réglementaires. Ils ne sont pas dans mon équipe. Et du coup, il a fallu construire son positionnement. Alors c'est différent que d'être dans une boîte non réglementée. C'est être dans une boîte réglementée, mais ne pas avoir la partie régulatorie. Alors qui a cette partie Risque. D'accord. Et en fait, ça n'empêche pas la direction juridique de trouver des sujets. C'est peut-être moins naturel et il y a peut-être plus un challenge. Mais en fait, peut-être que le fait d'avoir un challenge fait qu'on s'endort moins. Et en réalité, c'est possible. Enfin, le fait est qu'après 4 ans, j'ai réussi à trouver des sujets qui sont stratégiques pour Conto, mais qui ne sont pas les sujets régulatoires. Et c'est quoi le profil, du coup, des gens qui sont dans l'équipe risque ? C'est des juristes ? C'est plutôt des financiers, contrôleurs internes, auditeurs. Ouais. Ok. Financial security. Okay. Est-ce qu'il y a un intérêt, quel est l'intérêt pour toi, quel intérêt tu vois pour Conto d'avoir vraiment une partie compliance, en tout cas régulatorie, qui est indépendante? Est-ce que c'est un... Non, ça aurait pu se mêler. Alors, elle existait avant que j'arrive, puisque en fait, Conto était régulé, donc ça aurait été plutôt l'inverse. C'est plutôt le juridique qui aurait pu du coup être rattaché. Mais je pense que là encore, c'était une vision assez différente de la part du fondateur du juridique, avec un juridique qui allait être assez centré sur des sujets de gouvernance, sur des sujets de M&A, sur des sujets de levée de fonds, sur des sujets de BSPCE, et puis aussi sur des sujets d'affaires publiques. Et plus tard, c'est devenu sur des sujets impact, RSE. Oui, clairement, tu n'aurais pas eu la possibilité que tu as eue de donner le ton et de construire ta DG. Une autre direction juridique, mais évidemment, du coup, le positionnement stratégique, il se défend d'autant plus qu'en réalité, il ne tient pas à l'argument qui habituellement fait autorité, qui est la licence. mais du coup, c'est ce que je trouve aussi intéressant. Et ça n'enlève pas en fait l'intérêt de ce qu'on fait, puisque on est quand même, en tout cas une partie de mon équipe, et sans être l'équipe régulatory, et en fait spécialisée quand même sur ces sujets-là. Je recrute des gens qui éventuellement ont déjà travaillé à la CPR, et ils travaillent en tandem avec l'équipe régulatory, parce qu'il y a quand même des contrats à rédiger, il y a quand même des dossiers d'application à déposer, etc.
Et évidemment, compétences qui viennent la chercher chez eux. Voilà. Et malgré tout, quand on fait un dossier de candidature pour une licence ou un agrément, etc., en fait, il faut avoir une connaissance un peu plus transversale des sujets de l'entreprise qui impliquent des connaissances sur la structure juridique, la fiscalité, le corporate, la gouvernance, etc. Et donc, effectivement, sans avoir un juriste qui fait le lien avec l'équipe juridique, l'équipe régulatorie seule peut manquer de matière. Okay. Donc, je dirais que chez nous, l'équipe régulatorie, du coup, est assez technique. Mais évidemment, compte tenu de l'enjeu du régulatory, est aussi représenté au COMEX. Et du coup, là, tu parlais de recruter des gens qui ont un profil, qui ont travaillé à la CPR, ou en tout cas qui ont une expérience dans ce domaine-là. Vous avez tous les deux construit une équipe. Quels ont été vos critères de recrutement ? Quelle est la ligne conductrice ? Alors, moi, au début, il n'y avait pas de ligne conductrice. Et donc, j'ai un peu fait au fil de l'eau, en fonction des rencontres et en fonction de l'évolution aussi de Conto et de l'évolution de ma direction juridique, en fait. Qui a besoin. En fait, clairement, qui s'est adapté à l'environnement dans lequel j'étais et aux opportunités qui m'ont été offertes chez Conto. Et je trouve que ce qui est difficile au début, c'est qu'effectivement, donc, le juriste unique est sous l'eau. Et là, plein de besoins. Mais du coup, comment choisir un premier juriste? Enfin, en fait, il a à la fois des besoins contrats, des besoins régulatory, des besoins propriété intellectuelle, des besoins data, des besoins... Enfin, en fait, il y a quand même pas mal de besoins, des besoins peut-être corporate, fiscal, enfin, ça peut être très large. Et il n'y a pas trop de sens à en choisir un plutôt qu'un autre. Donc moi, j'ai plutôt commencé par, du coup, prendre quelqu'un de un peu généraliste. Tout en ne lui mentant pas sur la suite, qui était qu'à terme, j'aimerais quand même que l'équipe se spécialise et que je ne sais pas si, en fait, ça aura du sens de rester généraliste toute sa vie, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai recruté... mes 2 premiers juristes étaient un peu généralistes. Et en fait, à partir du 3e, là, c'est que je commençais à un peu voir comment on pouvait au moins avoir 3 piliers d'équipe et d'essayer de les convaincre, de les faire travailler sur chacun de ces piliers en fonction de ce que je pensais être leur force et aussi évidemment en prenant en compte leurs envies et leurs goûts. Et donc voilà, à partir de 3, ça s'est structuré et puis après j'ai progressivement rajouté quand même quelques piliers parce que 3 c'était pas assez. Mais mon 4e recrutement, c'était un recrutement spécialisé déjà. Mes 3 premiers, c'était assez généraliste. Et j'ai eu de la chance que les personnes qui ont rejoint mon équipe finalement m'ont fait suffisamment confiance pour que quand je fasse évoluer leur scope, parfois même coup sur coup, parce qu'en fait je m'étais trompée, en fait c'était pas comme ça que l'équipe allait se structurer, ont suivi le truc. Donc ça c'est plutôt, enfin je suis assez reconnaissant. C'est la fameuse agilité de la start-up. Voilà, exactement. Et donc effectivement ça prend tout son sens là. Et voilà. Et puis après c'est devenu plus simple avec des gens que j'ai recrutés pour un poste précis et généralement n'ont pas trop changé de scope, même s'il y a des exceptions. Et puis j'ai recruté une Legal Ops. Et puis après, les gens que j'ai recrutés ont commencé eux-mêmes à recruter des gens. Donc là, c'était quand même beaucoup plus confortable parce que du coup, on n'est pas direct... Enfin, je rencontre les personnes, mais... Donc en 4 ans, t'es passé de 1 personne à 20. Donc... Ça fait au bout de 7 mois. Voilà, au bout de 7 mois, Kader. Nous, on n'est que 3. et pour le coup, sensiblement 3 en 7 mois, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a beaucoup de sujets et je pense qu'on n'est pas de trop. Moi, le premier recrutement, c'était un stagiaire. Et, ah pardon, j'ai dit moi aussi. Je crois qu'il y a eu un stagiaire, ouais. Mais en fait, j'ai oublié qu'il était stagiaire parce que il a fait à peu près. Il a fait la même chose. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il était stagiaire et les gens, quand il est parti, ne comprenaient pas parce qu'ils savaient pas qu'il était stagiaire. J'ai le même sujet de mon côté. J'ai eu la chance de recruter une stagiaire qui correspondait parfaitement à tout. Enfin, elle avait ce double cursus-là. Elle faisait du droit, du légal et également un diplôme universitaire en compliance. Donc c'était parfait. En plus, c'était un diplôme universitaire que je connaissais, un ancien prof à moi et tout. Donc
très bon candidat. Il y a un gros côté network chez vous entre HEC et... Ouais, bah moi c'était pas HEC, c'était la Sorbonne. Et c'est une très bonne candidate, mais pareil, je l'ai pas menti, je lui ai dit bon écoute, c'est le poste en fait qu'on m'a moi filé quand j'ai commencé. Donc tu vas avoir beaucoup de travail. Tu vas toucher. Mais regarde maintenant où j'en suis. Non, je pense pas que ça avait fait la différence. Mais je lui ai dit voilà, par contre moi j'ai beaucoup appris, j'ai adoré ça. Ça par contre c'est un truc que du coup tu auras la chance d'avoir, c'est que tu vas toucher à beaucoup de sujets, tu seras en contact direct, limite trop direct avec moi, tu m'auras tout le temps avec toi, il faut faire ci, il faut faire ça, et qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc voilà, j'ai eu ce profil-là en stage qui était disponible, et ça s'est super bien passé. Donc là on est sur une deuxième expérience, et peut-être qu'à la fin on lui proposera, je l'espère si elle l'accepte bien évidemment, un poste en tant que juriste chez nous. Ceci n'est pas contractuel. Ceci n'est pas contractuel. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à me poser la question de sur quoi je la positionne, parce qu'elle a cet aspect un peu compliance. Et je pense d'ailleurs qu'elle sera sur ce sujet, donc elle sera plus compliance officer. Si vous en êtes d'accord. Elle sera plus compliance officer que legal counsel. Mais voilà. Et pareil, dès le deuxième recrutement, bon après moi j'étais dans une situation un peu plus compliquée parce que du coup il y avait des gros besoins sur la nouvelle activité. Une activité très B2B. J'ai eu la chance pareil de recruter quelqu'un qui était dans ma précédente expérience, donc qui était plus ou moins disponible au moment où je l'ai contacté, en tout cas au moment où elle m'a contacté. Tu lui as fait le même discours que ton pote qui t'a coopté, c'est ça? Non, j'ai pas fait le même discours. J'ai pas fait le même discours. J'ai essayé de lui démontrer un petit peu voilà, que l'ambition, elle était là, que ses compétences, elles pouvaient être très utiles chez nous. Donc elles étaient même plus que moi à l'époque, plutôt spécialisé sur la partie B2B. Et là, on est vraiment sur cet aspect-là. Donc, un contact de proximité avec des opérationnels qui sont indépendants. Enfin, c'est même pas des opérationnels, c'est des indépendants en réalité. Donc, c'est une casquette très particulière où elle avait une compétence vraiment assez aiguisée sur ce sujet. Donc elle cochait aussi pareil toutes les cases. Donc voilà, mais pareil, perpétuelle réflexion sur quoi je vais les mettre, quelle sera leur fiche de poste, sur les prochaines évolutions. J'essaie d'avoir une vision un peu long terme sur 5 ans. C'est ce qu'on me demande, c'est ce que mon CEO me demande. Il me dit écoute, vois sur 5 ans. C'est long, il me dit vois sur 5 ans. Il me dit moi là avec toi, on voit plus ou moins sur 5 ans. Donc c'est pas mal. Donc vois sur 5 ans, essaie d'avoir en sorte de lui proposer du travail sur 5 ans, c'est difficile. Et il me fait comprendre que voilà, si j'ai pas de vision sur 5 ans, c'est que peut-être que le poste, c'est peut-être trop prématuré pour l'instant. Et lui, donc, quelle est sa vision pour toi sur 5 ans? Une vision un peu délicate où il me voit prendre beaucoup de sujets. Il m'attend beaucoup sur l'aspect un peu organisation, donner de l'impact, diffuser aussi la culture juridique en interne. Je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout neutre pour lui. Pareil, il connaît bien les sujets juridiques. Et donc il est très attentif à tout ça. C'est lui qui m'a poussé d'ailleurs à faire tout ce qui est legal ops, à réfléchir également à tout ce qui est legal design, à l'inclure dans nos CGV si possible, le plus rapidement possible. On a lancé une charte qualité pour nos sales. Pour lui, il fallait que le langage soit clair, etc. Donc ça se retrouve aussi dans ce qu'il met en place tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi un petit peu notre recrutement. Mais pour l'instant, on est en phase un petit peu d'amorçage. On essaie de trouver la place pour chacun. J'aimerais bien recruter un legal ops aussi un jour, si j'ai l'occasion, je pense, le 5e ou 6e. C'est une très bonne idée, je pense qu'Alexia, elle ne reviendrait pas en arrière. Non, c'est une très bonne idée, effectivement. Ouais. Et je pense que le sujet est encore plus pertinent quand on a un scope qui est très large. Moi, ça va du droit social au BSPCE, donc au corporate, en passant par la compliance. Donc le scope est très large. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Peut-être que ça va se recentrer un petit peu, chose que je n'apprécierais pas forcément, mais qui me ferait peut-être pas du mal. Donc à voir. Donc le legal ops pour moi est essentiel, avoir quelqu'un un petit peu qui fasse qui soit un petit peu le lien entre tous les juristes, entre les juristes et la direction et le COMEX et les opérationnels parfois, qui soit également un petit peu l'étendard de la digitalisation du pôle. C'est un peu comme ça que je vois cette fonction-là. Alors Alexia, toi tu es au COMEX, je crois. Kader, tu n'es pas au COMEX. On a eu cette conversation un petit peu en cours de préparation de l'épisode. C'est un gros sujet qui est partagé avec beaucoup de directeurs et directrices juridiques. Comment est-ce que tu peux l'expliquer, Alexia, que toi tu y sois? Comment ça s'est fait? Kader, est-ce que tu penses que c'est un enjeu d'y être ou de ne pas y être? Je vous déplaie la piste, mais ma vision de la chose, c'est que
on vous demande en tant que directeur ou directrice juridique de prendre des sujets et d'avoir une proactivité et non pas d'être uniquement en réaction sur des sujets dont vous n'avez pas connaissance si vous n'êtes pas au COMEX. Enfin, vous me direz si je me trompe. Alexia, comment ça s'est fait ta prise de poste au COMEX pour toi ? Alors, c'était pas dans ma fiche de poste. Donc, quand j'ai commencé chez Conto, donc comme juriste unique pour créer et développer la direction juridique, je n'étais pas au COMEX. Après, il n'y avait pas non plus de COMEX très structuré à l'époque chez Conto. Donc, j'en avais pas fait une demande. Et je suis au COMEX maintenant depuis, je dirais, 1 an. Donc, on voit que ça a quand même pris un peu de temps. Et tu nous disais que c'était peut-être une bonne chose. Voilà. Et j'avoue que je suis plutôt timide quand il s'agit de défendre mes intérêts. J'ai jamais fait la demande officiellement à mon CEO. Peut-être aussi parce qu'en fait, même si on a toujours envie d'y être, j'estime aussi que c'est quelque chose qui nécessite en fait un minimum de maturité professionnelle, de compréhension de l'entreprise, de recul et de légitimité. Et en fait, peut-être que c'est du coup mon CEO est un bon manager, mais je pense que je suis arrivée au COMEX pas trop tôt et pas trop tard non plus, mais effectivement quand j'étais prête, et peut-être qu'il avait estimé que j'étais pas prête avant, et peut-être qu'en fait moi je me sentais pas prête avant, et c'est pour ça que ça avait jamais fait l'objet d'une discussion. Donc évidemment le jour où on me l'a proposé, j'étais super contente et en même temps surprise. Mais c'est cool d'avoir des surprises comme ça dans la vie professionnelle, et c'est cool d'avoir aussi des trucs sur lesquels on n'a pas besoin de se battre, parce que parfois dans l'entreprise on a besoin de se battre sur plein de trucs et c'est fatigant. Là c'était vraiment la bonne nouvelle, et j'avoue que ça a complètement changé en fait mon métier chez Conto. Le fait d'être dans un COMEX, évidemment ça occupe 1 ou 2 heures ou 3 heures par semaine, peut-être un peu plus avec les préparations, mais en fait ça change complètement la compréhension et la perspective qu'on a de son business. Et bon, c'est complètement bateau à dire, et pourtant j'avais l'impression de bien comprendre Conto et de bien comprendre les enjeux Conto avant, parce que bon, je reportais au CEO, qu'on avait des points très fréquents, qu'on se parlait quasiment tous les jours, que j'avais des contacts permanents avec le COMEX. Mais en fait, c'est quelques moments, c'est quelques heures par semaine en chambre sur lesquelles on discute, en fait, font complètement prendre une autre dimension à son poste. C'est vrai, c'est beaucoup plus intéressant, et ce serait difficile de revenir en arrière du coup pour une prochaine expérience, parce qu'en fait, j'aime beaucoup plus, je l'aimais déjà beaucoup avant, mais j'aime beaucoup plus mon métier depuis que je participe au COMEX. Et c'est pas uniquement une question de visibilité, etc. C'est vraiment une question de fond, d'intérêt du boulot. Alors là, comment expliquer que ça se soit fait. Comme j'en ai pas vraiment discuté, qu'on m'a proposé, j'ai pas eu les explications derrière. Mais évidemment, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec d'autres directeurs juridiques, et je me suis aussi posé la question. Donc je pense que, et après en même temps, ça c'est un peu difficile à matérialiser, mais il y a une question de positionnement, de posture. Et évidemment, il faut que on ait une posture qui justifie le fait que, en fait, quand on est au COMEX, on n'est pas directeur juridique. Évidemment, s'il y a des sujets juridiques, on va les attraper plus facilement, mais il n'y en aura pas tant que ça, de toute façon. Mais en fait, on est censé être identifié comme une personne qui peut aussi réagir sur des sujets RH, sur des sujets produits, sur des sujets commerciaux, sur des sujets stratégiques, sur toute forme de sujets. Participe à la stratégie de l'entreprise. Exactement. Que comme quelqu'un qui a l'étiquette DJ, en fait. Et donc, en fait, il faut qu'on soit identifié comme pouvant avoir une pertinence sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est pas uniquement en fait sur les sujets juridiques qu'il faut se positionner de façon stratégique. C'est au contraire sur les autres sujets. Mais comment s'y positionner si on n'en a pas connaissance, parce que beaucoup de ces sujets sont évoqués uniquement au COMEX. En fait, il y a quand même, évidemment, en n'étant pas au COMEX, on perd une partie de l'information. Mais il y a quand même un certain nombre de sujets qui, si on est curieux, je pense, et si on se fait confiance, à un moment, on les comprend soi-même, quoi. Te parviennent par un autre biais. Soit te parviennent par un autre biais, soit on finit par les comprendre. Soit tu les ressens. Soit on finit par les comprendre, à les ressentir, etc. Et finalement, le rôle du directeur juridique, comme il a ce point de vue assez transverse, il est quand même capable, normalement, d'identifier des choses
qui ne fonctionnent pas parfaitement dans l'entreprise. Alors, en fait, on n'est pas obligé de partir tout de suite sur les sujets complètement stratégiques business. Ça peut aussi être des choses qu'on identifie sur organisationnel, sur les RH, parce qu'on est quand même assez proche des RH, sur certains process financiers aussi, par exemple des procédures d'achat. Je sais que à certains moments aussi, parce qu'en fait, on a décidé de pas uniquement négocier les aspects juridiques des contrats, mais aussi de se positionner sur la négociation commerciale, en allant même au-delà de ce que la direction financière dit, en disant en fait là je vais faire gagner 100 000 euros parce que je vais tenter une négo sur un truc. En fait, vraiment se saisir de sujets qui ne sont pas juridiques et de profiter de sa position avec une vision transversale pour réussir à identifier des trucs qui sont des axes d'amélioration pour la boîte. Et ça, en fait, c'est aussi de l'observation et c'est pas que dit au COMEX. Et il faut voir sur quels sujets on est les plus à l'aise. C'est vrai que tu disais, toi, tu as commencé sur les sujets où tu étais à l'aise. Parce qu'en fait, voilà, il y a des sujets sur lesquels on est à l'aise. Moi, je sais que sur les sujets people, en fait, j'ai une plutôt bonne compréhension des sujets people. Beaucoup moins sur les sujets produits, par exemple. Donc, c'est pas avec une idée d'une nouvelle fonctionnalité que je vais réussir à justifier ma place au COMEX. Mais peut-être en identifiant des choses qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup de turnover en ce moment. J'ai identifié que d'autres boîtes font ci, font ça, etc. Et c'est là qu'on va montrer qu'on a de la valeur ajoutée dans un COMEX. Et je sais que moi, un truc qui m'aide généralement, c'est de réfléchir benchmark tout le temps. En fait, j'ai construit aussi ma légitimité, je pense, pour arriver au COMEX, parce que j'étais en permanence en train d'aller demander ce que font les autres licornes sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et pas sur les sujets juridiques. Et du coup, évidemment, avec mon CEO, je lui dis, tu sais, en matière RH, ils font ça. Alors parfois, en matière BSPCE, tu sais, machin, sur telle levée de fonds, sur tel truc, etc. Et ces sujets-là, qui sont en fait des sujets pas juridiques, qui sont discutés au COMEX, via l'angle du benchmark et de ce que font les autres boîtes, c'est de l'information qui est hyper précieuse. Et en plus, le benchmark, c'est facile, c'est objectif. On n'a même pas besoin d'avoir une idée à soi. C'est vrai. Mais alors, question naïve, mais ça ne te crée pas d'inimitié avec des personnes qui sont au COMEX et qui portent ces sujets-là sur lesquels on pourrait estimer que tu viens empiéter, par exemple sur le RH, ou sur autre chose? Il faut le faire, à mon avis, avec un petit peu quand même de délicatesse et de tact. Mais en réalité... peut-être que parfois ça a pu agacer des gens, mais ça ne m'a jamais agacé au point qu'en réalité ce soit problématique. L'idée, c'est quand même de venir apporter de l'eau au moulin, et de faire en sorte de tirer l'entreprise vers le haut et d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la boîte. Donc, Exactement. Donc des sujets comme ça. Après aussi des sujets de partenariats commerciaux et puis d'essayer de voir comment notre fonction... par exemple, le juridique, parmi des clients comptos, il peut y avoir des avocats. Et donc, ne pas attendre qu'une équipe business vienne nous voir en disant « Ouais, tu sais comment on pourrait targeter mieux les avocats ?» Mais déjà avoir anticipé ce point et du coup, aller parler à sa direction et à son COMEX en disant « si un jour, on veut adresser particulièrement le segment de marché des avocats, moi, je sais quels sont les trucs à faire, pas faire. J'ai interrogé d'ailleurs des copains qui sont avocats et qui m'ont dit mon compte conto, il marche pas parce que c'est pas adapté à notre fonctionnement avocat, etc. Et donc, proactivement, en fait, aller se saisir des sujets comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est important. Et après, aussi réfléchir par rapport à ces scopes. Donc, moi, j'ai pas le regulatory. Peut-être que le juridique pur, tout seul, c'était dur. Et c'est vrai qu'évoluer vers les affaires publiques et l'impact, alors que l'impact aujourd'hui est aussi un sujet qui est en fait de plus en plus stratégique. On ne voit plus la RSE comme vraiment une activité parallèle, mais on voit vraiment l'impact comme la façon dont les entreprises doivent aujourd'hui intégrer au centre de leur stratégie les dimensions environnementales et sociales. Et surtout quand moi j'aime bien les sujets RH, en fait c'est quelque chose d'une évolution qui est assez naturelle et qui clairement aussi peut renforcer l'importance d'être dans un COMEX. Et quand il n'y a pas de sujet juridique à discuter ou quand en fait j'ai pas d'avis sur des sujets trop business parce que c'est quand même encore difficile, il y a quand même ces sujets-là qui eux aussi deviennent de plus en plus stratégiques. Toi, Kader, tu trouves que c'est un frein dans l'exercice de ton métier aujourd'hui de ne pas avoir cette redescente d'informations en étant présent au COMEX? Alors, ça peut l'être, je pense, dans certaines entreprises. Ça l'est un peu moins chez nous parce qu'on a une
les PV du COMEX sont publics. Donc, en gros, tu as quasiment les sujets qui sont abordés, et quelles sont les décisions qui ont été prises. Tu as toujours bien évidemment un volet fermé sur des décisions M&A ou People, RH, où voilà, faut faire la demande pour pouvoir accéder à l'information. Mais c'est assez public, c'est assez transparent, et ça, c'est quelque chose qui est assez sympa, même sur des discussions COMEX. Ça peut être un frein dans le sens où il y a toujours un petit temps de latence, il y a toujours un petit retard où on découvre. Voilà, on a poussé tel sujet au COMEX et le COMEX a dit que c'était pas forcément pertinent. Faut attendre que le COMEX se clôture pour etc. Et si on veut rebondir en apportant un argument complémentaire, faut attendre le prochain COMEX. Donc là, il y a un sujet un petit peu de latence, mais c'est clairement un point important. Bon, nous, le COMEX est en train de se structurer pour l'instant. Il a une petite année, mais je pense qu'il va continuer à se structurer, à grandir. Mais clairement, c'était un des sujets pour Alexia, de comment tu te positionnes sur des sujets business. Moi, je suis quelqu'un de très curieux par nature. J'aime beaucoup ce que fait mon entreprise et du coup, j'essaie de voir un petit peu là où ça va mal, etc. Comment se positionner avec d'autres confrères du COMEX, comment chacun se comporte face du coup à une question qui est posée sur son cœur métier, etc. Après, j'abonde aussi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Pour avoir participé du coup à un COMEX en tant qu'invité sur des sujets très juridiques, c'est quand même particulier, une ambiance qui règne, qui est particulière. Il y a une pression. Voilà, il y a une vraie pression. L'environnement et l'ambiance est électrique. Ouais. Tout le monde est très exigeant avec les autres et voilà, c'est quand même particulier. Et voilà, quand je suis rentré dans la pièce, parce que j'avais un temps de passage particulier, quand je suis rentré dans la pièce, je sais pas quelle était la discussion avant moi, mais l'ambiance était bien là. Et du coup, on se retrouve avec des questions, etc. Donc, il faut bien le préparer. Ils étaient chauds, c'était une première partie avant toi, c'est ça? Il y avait une première partie. Ils avaient chauffé l'ambiance. Ouais, ils avaient chauffé l'ambiance. On y découvre un petit peu des craintes qui sont tout à fait légitimes, où chacun a son pôle. Chacun également observe un petit peu ce qui est dit, observe également les impacts que ça aura sur son activité. Est-ce que cette décision est amenée à terme à réduire un petit peu mon importance dans la boîte, ou est-ce que c'est amené à me rajouter du travail? Comment je m'organise, comment je structure mon pôle, quel type de données je fais remonter au COMEX également. Je pense que c'est important sur le gros volet de l'activité d'avoir des référents COMEX, et je pense que le juridique à terme doit être représenté dans une entreprise qui compte un certain nombre de personnes. Voilà, les DRH ont parfois des places au COMEX, le directeur juridique doit en avoir une, je pense aussi. Mais voilà, c'est quand même particulier, et je pense que du coup, mieux vaut ne pas y être trop tôt et attendre un petit peu. Pareil, j'avais du coup une petite question pour Alexia sur on t'a pas demandé d'y être, tu n'as pas demandé à y être et on t'a proposé cette place-là. Est-ce que demain, sur une nouvelle expérience pro, t'iras pas parce que pas de place au COMEX, ou est-ce que voilà, à mon avis, il n'y a pas trop de retour en arrière, parce qu'en fait, j'aime beaucoup plus mon job depuis que je suis au COMEX, parce que c'est vrai que ça prend une dimension différente et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, il peut y avoir des profils de juristes qui, à l'inverse, trouvent ça beaucoup trop angoissant, nécessitent de passer beaucoup trop de temps sur des sujets non juridiques, nécessitent de se positionner sur des sujets où ils ne sont pas dans leur zone de confort, et donc en fait, c'est peut-être pas forcément fait pour tout le monde. Donc, moi, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus intéressant et je comprends beaucoup mieux le business et j'ai l'impression que je fais beaucoup mieux mon métier. Mais je dis pas que c'est forcément le cas pour tout le monde. Après, je trouve qu'une bonne façon de se rendre compte si c'est important et si c'est pas en fait juste une question d'ego, mais qu'en fait c'est vraiment important et qu'on est la bonne personne pour être dans un COMEX. Tu faisais référence aux minutes du COMEX qui sont circulées, donc parfois les boîtes n'ont pas la culture de circuler à tout le monde, mais je pense que le directeur juridique, même s'il n'est pas au COMEX, il peut faire la demande d'avoir accès au deck de préparation, de deck du COMEX et aux minutes. Et en fait, de se challenger pour commenter et poser des questions sur ce deck. Et voir si juste l'informationnel lui suffit, ou si en fait il a envie de dire quelque chose. Et est-ce que déjà il y a quelque chose à dire. Et en fait, si tu constates qu'en lisant en amont de chaque réunion de COMEX le deck, en fait il y a plein de points où en fait tu as des inputs à ajouter, des questions à poser, et que tu vois en réalité que à la fois ça t'apporte quelque chose et que tu vas avoir une valeur ajoutée, là c'est quand même la preuve qu'en réalité ton rôle, c'est le bon moment pour toi de rejoindre un COMEX. Mais c'est pas forcément le bon moment à
tout moment pour tout juriste de rejoindre un COMEX. Et moi, j'ai déjà même eu des conversations avec certains directeurs juridiques qui me disaient qu'ils étaient très énervés de ne pas être COMEX. Et quand, en fait, je discute avec eux de leur quotidien et de leur boulot, je me pose la question de savoir si c'est vraiment en fait, le bon moment pour être COMEX. Et je pense qu'une bonne façon de se tester, du coup, c'est de voir si, en réalité, on a de la matière à ajouter par rapport à l'existant et le deck du COMEX. Et en plus, c'est une bonne façon de prouver, parce que si, en fait, on commente le deck, c'est qu'en fait, en réunion, ils voient qu'il y a le légal, il a dit ça et ça et ça, et qu'en réalité... En réunion, ils se mettent à discuter de points. Bon, à un moment, on dira, c'est plus pratique qu'il soit là, pour venir en discuter directement, quoi. Mais t'as été jeté du coup dans le grand bain directement ou Alors moi, j'avais accès à ces, j'avais demandé accès à ces decks avant, et à mon grand dame, je constatais que, en fait, je n'avais pas grand-chose à dire au début, quoi. En fait, que les sujets, ils étaient quand même très différents. Et petit à petit, quand même, il y avait plus de remarques et de commentaires et d'input. Mais le premier deck que j'ai reçu du COMEX, effectivement, j'avais pas grand-chose à ajouter. Donc, et du coup, je me dis, heureusement que je suis pas dans la salle, parce qu'en fait, je suis pas encore prête. Et voilà. Et en fait, ça se fait un peu progressivement. Et même encore aujourd'hui, je suis plus à l'aise en exercice de commenter en avance que dans le live. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a encore des pistes de progression et d'amélioration. Et donc là, on a pas mal parlé de la partie comment rentrer au COMEX. Donc, je recommande d'avoir accès et de commenter. Et après, dans le COMEX, franchement, c'est tout à fait légitime aussi de demander à se faire former, coacher, si jamais on trouve qu'on a une difficulté de posture. Mais moi, je ne l'ai pas fait, mais en fait, ce ne serait pas idiot de le faire. Je n'exclus pas. Comme pour le management. Exactement. Ok, alors Kader, t'as un tout petit peu anticipé sur la fin, mais je sens que t'avais très envie, c'est pour ça. Désolé. On a créé ce DJ calqué sur Catherine Sellac qui a fait le dos à dos. Nous, on voulait vous faire interagir, on a posé beaucoup de questions, mais je sais que vous en avez aussi les uns pour les autres. Alors, vous avez chacun préparé 3 questions ou plus, peut-être parfois pour Kader. Mais du coup, on a répondu un petit peu au fil de l'eau. Donc, des questions les uns aux autres. Et donc, je vais vous laisser les poser à votre bénéfice et au bénéfice de toutes les personnes qui nous regardent ou nous écoutent. C'est à vous. Alexia, j'avais une petite question du coup pour toi concernant un petit peu ton parcours et ton passé qui est assez inspirant. Tu as fait la transition, en tout cas tu es passé du monde de l'avocat au monde de l'entreprise. C'est un point sur lequel j'ai aimé t'interroger. Qu'est-ce que tu en as retiré? Quels sont les avantages à être juriste en entreprise? Est-ce que tu repasseras un jour avocate ou pas du tout? Et le cas échéant surtout, sur ce changement, est-ce que celui dans l'autre sens, donc de juriste à avocat, est quelque chose que tu encourages? Voilà, j'aimerais avoir un petit peu ton retour d'expérience sur le sujet. Alors, c'est difficile de dire que je repasserai jamais avocate, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans le métier de juriste, j'ai vraiment trouvé ma voie, plus que lorsque j'étais avocate, et que pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses à construire et que je m'y épanouis pleinement et je ne ressens pas le besoin d'aller en cabinet d'avocat. Pourtant, c'est 2 métiers complètement différents. Et moi, ce qui m'a fait quitter la profession d'avocat, c'était un peu le manque de perspective en cabinet, avec toute la pression autour de rentrer dans le partnership track, etc. Ce qui est, je trouve, en fait, assez agressif et violent. Donc ça, c'était un premier point. Mais à la limite, j'aurais pu jouer le jeu. Parfois, je peux être aussi compétitive sur certains sujets. Donc peut-être que j'aurais pu jouer le jeu. Mais il y avait aussi le côté de travailler de façon extérieure pour des clients et puis refaire des deals et des dossiers sans jamais complètement rentrer dans l'opérationnel, sans jamais complètement toucher du doigt les aspects humains en fait, de l'entreprise. Et au final, une sensation de ne pas totalement trouver le sens de ce que je faisais, même si j'ai trouvé que les premières années en cabinet d'avocat sont extrêmement formatrices et qu'on y noue quand même des relations fortes parce qu'en fait, on travaille tellement dans des conditions absurdes avec des deals qui nous font faire des nuits blanches et donc on crée quand même des relations professionnelles qui sont fortes. Mais voilà, au bout de 10 ans, je pense que j'avais un peu fait le tour et la flemme de rentrer dans le partnership track plus le manque de sens lié au fait de ne jamais être dans le concret et l'opérationnel m'ont conduit à partir en entreprise. Super, merci pour ta réponse. Mais du coup, j'imagine que si tu me poses la question, c'est que
peut-être ça te titille aussi pour toi et que tu te demandes si ça aurait du sens un jour pour toi de devenir avocat, peut-être pour peut-être mieux comprendre comment les avocats travaillent et peut-être même améliorer la relation que tu peux avoir toi en tant que juriste avec un avocat. Ouais, alors moi, pourquoi c'est pas une voie qui m'a intéressé tout d'abord parce que j'ai eu la chance, en fait, à la fin de mon premier stage, j'étais encore en master, d'avoir une proposition du coup de CDI en entreprise, en tant que juriste d'entreprise, et donc j'ai directement signé et je me suis pas posé la question. Quand j'y suis retourné, quand j'ai creusé la piste quelques années plus tard, j'étais plus trop dans la formation scolaire, etc. Et donc ça l'avait pas fait. Mais j'ai ce sujet-là toujours en tête. Pourquoi pas un jour rebasculer dans le monde des cabinets, enfin basculer dans le monde des cabinets. Ce qui m'attirerait, je pense, c'est le côté justement puriste un petit peu, où on ira chercher des sujets au fond du fond et où le juriste, en tout cas l'avocat et donc l'expert juridique est au cœur un petit peu de l'activité de l'entreprise, parce qu'un cabinet c'est une entreprise. Donc c'est un peu ça peut-être qui me fera basculer, mais sinon... J'avoue qu'en fait, aujourd'hui, je suis hyper satisfaite du métier, de mon métier. Et c'est aussi lié en fait, aux opportunités que Conto m'a offertes et à la capacité à me développer sur des sujets stratégiques, à élargir mon scope. Mais mes premiers pas en entreprise ont été un peu... en tout cas, m'ont surpris du point de vue du positionnement du juriste dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, en cabinet... En tout cas, il y a un côté un peu plus glamour de la vie des cabinets. Alors en plus, moi, c'était des cabinets américains, de M&A, etc. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les cabinets, mais il y avait ce côté quand même assez glamour où l'avocat est un peu la star dans son cabinet, alors que le juriste en entreprise, il n'est pas la star du tout. Personne ne l'attend, même plutôt on veut s'en détacher au maximum, et la position n'est pas toujours valorisée. En fait, je pense que c'est un métier très important, mais il n'est pas toujours placé à sa juste, en tout cas à évaluer à sa juste valeur. Et donc, du coup, ça peut créer des frustrations parce qu'on fait des choses difficiles, on travaille beaucoup, on est des vrais experts, on est très utile et pour autant, on n'a pas le positionnement qu'on veut avoir. Et ça peut un peu frustrer, surtout quand on a connu le côté glam des grands cabinets d'avocats d'affaires. Ok, donc il y a un volet reconnaissance que tu qu'au tu début, je plus. trouvais qu'était un peu difficile à trouver en entreprise, en fait, qui m'a surpris parce qu'en fait, je m'étais jamais posé cette question-là. Je m'étais jamais posé la question du positionnement du juriste. Dès lors qu'en fait, l'avocat, il est effectivement, comme tu le disais, au cœur du métier de son entreprise. Et en fait, on le découvre. Après, on s'y habitue plus ou moins bien et on trouve des moyens de se positionner là où on veut l'être aussi. Ça dépend de nous. C'est pas uniquement une fatalité. Bien sûr. Mais effectivement, quand on passe du cabinet à l'entreprise, il peut y avoir ce temps d'adaptation ou cet étonnement lié au positionnement qui est radicalement différent, qui est un peu plus austère dans l'entreprise. Ok. J'en profite pour te poser ma deuxième question qui est du coup liée... Tu en as parlé, tu étais avocate en M&A et puis chez Conto, tu as eu l'occasion de participer à des levées de fonds, je crois, une ou deux. Voilà, 2 levées de fonds. Moi, je suis arrivé juste après la deuxième levée de fonds chez Préto. Donc, il y en aura peut-être une en fin d'année ou l'année prochaine, ou peut-être plus tard, on ne sait pas encore. Mais il y aura une levée de fonds, je pense. C'est quasi une certitude. Quel est ton retour d'expérience sur la levée de fonds? Quels sont les good tips à avoir? Quels sont les écueils à éviter? Comment tu as pu gérer ça? Quels conseils tu me donnerais en gros pour préparer une bonne levée de fonds? Alors, le premier conseil, c'est effectivement de se positionner très tôt sur le sujet, en travaillant avec la direction juridique, la direction financière. Voilà. Le deuxième conseil, c'est, si tu ne viens pas du M&A, d'un peu te former. Et une façon de faire pourrait être de demander à un ou deux cabinets d'avocats qui ont une bonne réputation sur le sujet de te recevoir et de faire une sorte de formation. Ça peut même être à titre gratuit, comme un geste commercial pour avoir un deal plus tard. Évidemment, tu leur fais miroiter la possibilité de travailler avec eux. Et toi, c'est une façon de les tester. Troisième tip, c'est du coup d'être à l'origine du choix du cabinet d'avocats. Mais en fait, si tu as fait l'étape précédente, peut-être que tu seras en mesure de choisir un bon cabinet avec lequel tu auras déjà un peu travaillé puisqu'il t'aura formé. Et en plus, tu seras meilleur sur le deal. Faire attention sur la négociation des fees, évidemment. Essayer d'avoir un forfait pour éviter que le truc s'emballe et que tu perdes un peu ta crédibilité sur ça. Même si
ça a relativisé parce qu'en fait, dans le cadre d'une levée de fonds, il y a de l'argent qui rentre en face et donc c'est moins pénible de payer. Peut-être que ce conseil-là, il vaut surtout sur le M&A. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences parce que là, le M&A, déjà, on paye et en plus, frais d'avocat viennent en plus. Et s'ils ne sont pas maîtrisés, ça peut vraiment décrédibiliser la fonction juridique. Après, le troisième truc, c'est vraiment de s'approprier au maximum la documentation. Si tu as pu le faire un peu avant, c'est mieux, le pacte existant, etc. Mais parce qu'en fait, la documentation qui va être signée pour la levée de fonds, ça va être le pacte qui va être utilisé pour la suite, appliqué pour la suite. Et si tu te l'es vachement bien approprié, tu seras un meilleur juriste pour la suite. Tu géreras mieux la relation avec les actionnaires, tu te positionneras mieux, tu pourras avoir des réflexes dans le cadre de discussions avec tes fondateurs en disant « Ah, mais le pacte ceci, le pacte cela. Oui, mais quand on avait fait le deal, on avait fait ci, on avait fait ça. » Tu connaîtras bien la cap table et ça peut te donner aussi des réflexes qui sont utiles dans les discussions avec les fondateurs. Et surtout, tu seras bureau mieux préparé pour la levée de fonds d'après. Et donc, ou pour une IPO. Et donc, vraiment de s'approprier la doc, même s'il y a un avocat. Puis après, je pourrais te donner des conseils d'avocat, parce que nous, on a un avocat qui suit les levées de fonds de Conto et qui est absolument incroyable. Et franchement, je n'hésite pas à dire qu'une partie de ma réussite d'évolution chez Conto repose intégralement sur cet avocat, parce qu'en fait, comme grâce à lui, les levées de fonds se sont passées de façon extrêmement fluide, en fait, en interne, ton image, elle est hyper bonne grâce à ton avocat, quoi. Okay. Donc, en fait, sur un sujet comme ça, le choix de l'avocat, il est quand même essentiel. Très clair. Je tâcherai d'y penser si je suis confronté à cette situation. Alors, moi, j'avais une question un peu plus, du coup, opérationnelle, managériale. En fait, comment tu manages ton équipe, quel type de manager tu es et du coup, quels sont les rituels que vous avez mis en place pour travailler ensemble? Ouais, super bonne question parce que du coup, j'essaie de dupliquer un petit peu l'image du mentor. J'ai quelqu'un qui m'a managé pendant plusieurs années et qui l'a fait de manière super fluide et je l'ai pas senti du tout. Donc j'essaie d'être ce manager un petit peu qui prend du recul, qui n'intervient que pour donner des directions et surtout pour ne pas donner les solutions. Je laisse les personnes que je manage un petit peu prendre des décisions, parfois faire des erreurs pour ensuite apprendre de ces erreurs et justement pivoter. Je me rends compte qu'il en sort plutôt du positif sur le long terme, parce que du coup ils sont parfois très créatifs et en fait ils vont sur des solutions qu'on n'avait peut-être pas imaginées ou qu'on pensait pas réalisables et quand ça vient d'eux, ils le font avec un entrain qui est quand même très particulier. En termes de rituels, on essaie toujours d'avoir des rituels d'équipe, donc des points d'équipe tous les mois, très important. Je fais en sorte aussi que sur les sujets, donc via notre outil ticketing, que sur les sujets un peu transverses, par exemple, la Legal Counsel qui est en charge de notre B2B communique avec du coup la stagiaire qui est chez moi qui a plus une appétence compliance. Donc j'essaie de créer un petit peu des sujets de connivence. Donc ça je le vois sur l'outil et c'est super sympa de voir que sur un sujet par exemple un ticket qui a été créé pas par toi, t'as une personne qui l'a pris en charge, une personne qui s'est greffée, qu'ils ont un meet de prévu demain pour en discuter. Donc, et que tu leur as demandé de toujours bien documenter leurs échanges, etc. Que tu pourras consulter ce qui leur sort sans forcément leur demander d'être là, que tu peux prendre du recul. Donc ça, c'est un point super important. Et côté rituel, ce que j'ai envie surtout de mettre en place, c'est diffusion de la culture juridique. On a une liste de lecture que j'alimente avec quasiment tout ce que je croise qui peut être intéressant avec un outil très simple. Donc j'enregistre le lien et je leur demande tous les mois de choisir un sujet qui les intéresse et de creuser ce sujet vraiment à fond pendant 1 ou 2 heures, voire plus si besoin, et de nous faire un petit récap avec un document, un Notion bien clair sur ce sujet est important pour la boîte. Pourquoi du coup j'ai choisi ce sujet-là et ils vous me le présentent un petit peu. Donc c'est encore en phase expérimentale. On a eu une réunion de ce type-là. Okay. On espère en avoir une prochainement. Et puis c'est surtout aussi quelque chose qui à terme, j'espère pouvoir être communiqué à toute l'entreprise. Voilà, le juridique, ils ont bossé sur tel et tel type de sujet. Ça peut être lié par exemple à l'investissement immobilier. C'est pas forcément sur là où qu'on a attendu, parce que on bosse avec des notaires et les clients, ça reste un point qui leur est propre, mais diffuser de la connaissance juridique sur des mécanismes qui sont très particuliers à nos sales, par exemple, c'est développer leur culture générale, et c'est quelque chose qui peut tout à fait être l'initiative du juridique, en tout cas
être une externalité positive d'une action, formation et diffusion de la culture qu'on a en interne. Voilà, c'est un peu ce que j'ai de mon côté. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as Je dirais, alors les rituels, on en a quand même pas mal. Du coup, on a un meeting hebdomadaire avec toute l'équipe, donc les 20... alors juristes, il n'y a pas que des juristes du coup, parce qu'il y a aussi affaires publiques, mais les 20 personnes de l'équipe, où chacun prend la parole, mais ça tourne de semaine en semaine, parce qu'on ne peut pas aborder les sujets de tout le monde, et qu'il y a un moment assez fédérateur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est très participatif, et donc ça montre quand même que les gens se sentent à l'aise, et ils ont envie de participer, de poser des questions, etc. Les départements qui sont dans mon équipe, donc chaque spécialité, entre eux, en fait, c'est des petites équipes de 2-3 personnes ou 3-4. Entre eux, ils ont des meetings quotidiens. Ils se voient tous les matins, une demi-heure avant de commencer la journée pour s'aligner. Okay. Et moi, de façon hebdomadaire, je vois tous les chefs d'équipe en one-to-one une fois par semaine, quoi. Okay. Ça, et voilà. Et par ailleurs, ces équipes-là, selon leur spécialité, elles ont des meetings hebdomadaires avec les départements qui sont le plus pertinents pour eux. Bon, droit du travail, c'est évidemment avec l'équipe People, partie produit avec l'équipe produit, etc. Donc il y a quand même pas mal de rituels comme ça. Et d'un point de vue du management, bon, franchement, c'est compliqué de tout décrire, mais ce que je trouve qui est important, c'est effectivement de s'assurer que toutes les personnes dans l'équipe ont la possibilité de déployer complètement leur potentiel, et même quand ils sont très juniors, de leur donner des opportunités en fait de briller, y compris à travers des opportunités de faire des podcasts, des talks ou des formations ou des workshops, etc., ou des conférences. Et du coup, même si parfois en fait c'est un peu jeter la personne dans le grand bain, ou que la personne peut avoir l'air un petit peu sous-dimensionnée par rapport à un événement, essayer quand même de placer des gens de mon équipe sur des opportunités d'intervenir, parce qu'en fait, ça leur donne vachement le goût du métier qu'ils font, et ils comprennent aussi l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, sur la motivation, je vois que c'est assez incroyable. Ouais, donc, voilà. Bah top, écoute, tu me tends la perche encore une fois sur ma dernière question, du coup la troisième. Question, du coup, bah, tu l'as dit, tu as une équipe qui est pluridisciplinaire, tu as des affaires publiques, j'imagine que tu as beaucoup de spécialités dans le droit dans ton équipe. Comment tu recrutes? Comment tu mènes une politique de recrutement sur le moyen long terme? Quels sont les aspects aussi qui sont pour toi importants d'avoir quand tu embauches quelqu'un? Quels sont, pareil, ton petit retour d'expérience sur... En fait, ça a un peu changé aussi en fonction du stade dans lequel tu recrutes. Et je suis vraiment passée d'une forme de recrutement vraiment liée au fit, où quitte à ce que la personne n'ait pas totalement l'expertise, en fait on va construire un truc ensemble, et si la personne a envie d'être agile et de se former, et qu'en fait on a le bon fit, donc vraiment plutôt un recrutement au gré des rencontres, mais qui peut parfois du point de vue de l'expérience passée être un peu pas forcément le plus aligné, mais faire le pari du fit, à plus l'équipe se structure, à vraiment avoir des fiches de poste beaucoup plus précises, et chercher un profil précis avec des personnes qui ont déjà travaillé dans des fintechs ou déjà travaillé dans des scale-up. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis plus sur un truc où j'arrive à identifier des profils très, très précis. Mais maintenant aussi, disons que j'ai quand même pas mal structuré l'équipe, et je pense que maintenant l'équipe elle va aussi se structurer par le bas. Et donc en fait, les personnes que j'ai recrutées qui dirigent des départements et des spécialités juridiques, en fait, c'est à elles de construire leur équipe. Et maintenant, je suis plus au niveau où je donne des conseils. Alors, évidemment, je ne suis pas à l'abri qu'une des personnes, un des managers des équipes parte et que je doive le remplacer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe est aussi dynamique à d'autres niveaux. Et donc, c'est ça qui est assez cool, puisque je ne suis plus uniquement la personne qui va recruter, mais aussi une personne qui va conseiller une personne par rapport à ses propres méthodes de management sur comment recruter. Donc ça, c'est assez passionnant. Après, il y a aussi pas mal de hasard, on rencontre des gens. Mais est-ce que tu te laisses justement la place encore de recruter quelqu'un au fit, ouais. Une bonne rencontre, quelqu'un qui est aligné avec tes valeurs, les valeurs de l'entreprise, qui a du potentiel, ou est-ce que c'est complètement standardisé maintenant et tu n'as plus la place justement, malheureusement, ou peut-être heureusement, de te fier à ton seul ressenti Je pense que ça restera quand même. C'est vrai que, disons que la façon dont, de manière générale, je travaille, laisse quand même une grande part
à l'improvisation ou à la subjectivité ou au fit ou à l'impression ou au ressenti. J'essaye de structurer tout, mais en fait, je sais que j'y arriverai pas. Et finalement, je me dis quand même que finalement, cette part d'improvisation fait partie de moi en général, et que du coup, ce serait dommage de aussi complètement supprimer ça, parce qu'il y a des trucs qui marchent. Alors évidemment, on me fait aussi le feedback qu'il y a trop d'impro parfois, donc j'essaye de le prendre en compte, mais bon, voilà, faut trouver le bon juste milieu, quoi. Et alors, du coup, ma dernière question, donc tu disais effectivement, tu parlais d'anticipation à 5 ans. Toi, est-ce que tu arrives donc à anticiper à 5 ans et quelle serait ta direction juridique idéale dans 5 ans, quoi? Ouais, c'est un bon exercice. C'est l'exercice qui m'a été en partie demandé par mon CEO. Enfin, on en a parlé rapidement à mon arrivée. C'était, écoute, te brûle pas, te crame pas, t'es là pour 5 ans. C'était très vite un peu le discours qui m'a tenu. Et donc, moi, comment je vois le pôle juridique, c'est un pôle dédié, enfin, un pôle un petit peu centré sur notre core business, où là, on sera capable d'aller challenger les meilleurs cabinets sur nos sujets. Typiquement, le courtage ou le monde bancaire et financier de manière un peu plus large, où on sera reconnu comme ayant une réelle expertise en interne. Donc ça, c'est très important pour moi de commencer à structurer ça dès maintenant, de tout documenter, de se positionner avec des avocats spécialisés, de faire rentrer ces connaissances-là dans le patrimoine de l'entreprise. Et à côté, être toujours très pragmatique, être toujours très tech aussi. C'est très important pour moi d'avoir une direction juridique, ou en tout cas une structure juridique qui repose sur des outils, parce qu'on ne sera jamais un nombre pléthorique, hein, c'est pas l'idée, mais d'avoir les bons outils au service des bonnes personnes qui font un peu ce qu'elles ont envie de faire, avec une place pour chacun qui puisse manager s'il souhaite manager, qui puisse se diriger vers une voie d'expertise sans management s'il le souhaite. C'est aussi quelque chose sur lequel on discute beaucoup, hein. Comme j'ai recruté quelqu'un, je lui ai parlé pareil sur 5 ans, qu'est-ce que tu souhaites faire, etc. Est-ce que tu es plus manager ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui va te tourner vers l'expertise? Elle me dit, je sais pas trop encore. Je lui dis, t'as le temps, mais voilà, faut se positionner. On va t'accompagner, on va te former si besoin. Je vais te former si besoin, ou en tout cas te diriger vers des formations un peu spécifiques si t'en ressens le besoin. Pareil, il n'y aura pas de voie royale et d'autres voies qui soient un peu dévaluées. C'est un peu le sujet. Et puis surtout, si on devient nombreux, continuer à avoir des interactions qui soient quotidiennes avec les équipes. Donc, tu vas parler de ton point hebdomadaire sur 20 personnes, c'est quand même assez important. Il faut le souligner, c'est quelque chose qui crée de l'entrain, qui crée une cohésion d'équipe et qui crée un facteur, enfin un esprit de corps qui est pour moi essentiel quand on veut aller loin. Donc voilà, c'est un peu ma vision. Et Comex. Comex, pourquoi pas, peut-être, mais c'est pas une volonté. Enfin, c'est pas un objectif. Donc dans un bon Comex où le juridique a sa place, avec de la compliance, ou en tout cas des secteurs, enfin des sujets portés par le juridique qui soient pertinents, pourquoi pas. Un Comex un peu politique, comme il y en a dans certaines boîtes malheureusement, où le juridique et le secrétaire général, ça un peu moins. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Voilà. Impressionnant. Merci Alexia. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous ». Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au Legal Ops.